Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, c'est Tom à la présentation, puisque nous sommes en rotation réduite. Je suis avec un seul homme. Constant, comment vas-tu? Ça va. Un peu fatigué, là. Je pense que ça se voit sur mes cernes, là, qui font la taille du Grand Canyon. Mais sinon, ça va, ouais. Rotation réduite. Là, on est sur une rotation, on a l'impression d'être Mike D'Antoni, là. C'est 5 joueurs. Allez, 6 joueurs pour faire un petit peu les comptes, pour sortir un peu, mais c'est pas plus. C'est ça, hein, comme tu disais, rotation un peu courte cette semaine, mais on a décidé aussi de vous donner la parole à vous auditeurs, vous qui avez bien participé sur le DH20. On vous a encore mis en contribution cette semaine puisqu'on va faire un épisode FAQ où on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Twitter concernant notre actualité. Du coup, le DH20 est en train d'être enregistré. On a comptabilisé les votes. Il y aura vraiment pas mal de choses à dire. Constant, tu as déjà participé à un enregistrement. Mais bon, on va pas spoiler, on va vous laisser découvrir tout ça. Nous, on se retrouve de l'autre côté, du coup, avec vos questions. Hop là. Alors, Constant, on va commencer du coup par les questions qui nous ont posées. Donc, la thématique des règles, puisqu'on a pas mal de questions qui sont revenues sur les règles NBA. On sait que tu es un grand fan de la réglementation et de la réglementation du jeu. Alors, on a Pastasbix. Pastasbix, ouais. Qui est un fan du Thunder en plus. Qui est un fan de chez et du coup du Thunder et du cinéma visiblement parce qu'il étudie pas mal de choses sur le cinéma et qui rejoint aussi une question de Maxence qui est fan des Knicks qui avec qui tu interagis souvent d'ailleurs. Quelles nouvelles règles de jeu ou modifs de règles existantes aimeriez-vous voir appliquées? Et si vous deviez choisir une règle réaliste à ajouter à NBA, quelle serait-elle? Alors, la règle de jeu, en fait, c'est que la double question, la règle de jeu que je voudrais ajouter n'est pas réaliste. C'est ça la problématique. Moi, il y a deux règles vraiment auxquelles je tiens. Enfin, deux règles. Disons qu'il y a deux trucs que je souhaiterais voir. C'est moi, je veux du divertissement. Je veux du spectacle. Donc, du slam ball. Je veux du slam ball. Moi, je propose. Parce que quand on arrive dans une fin de match serrée, faire faute quand tu es à plus 3, c'est toujours anticlimatique. Donc, moi, je suis pour le spectacle. Si jamais tu es à plus 3 et qu'il reste moins de 24 secondes et que tu fais faute volontaire, il y a 3 lancers. C'est 3 lancers. C'est 3 lancers. Moi, je veux voir une dernière possession où les équipes s'empalent à tenter un 3 points, à tenter une bricasse parce qu'ils sont à moins 3. Mais je ne veux pas de faute intentionnelle. Là, les trucs d'Européens, là, tu m'enlèves ça tout de suite. Je trouve que c'est du divertissement. Et sinon, la deuxième règle, c'est dans les 3 dernières minutes. Alors, la NBA a déjà changé ça. Dans les 3 dernières minutes, t'as plus que 2 temps morts. Avant, tu pouvais avoir 3, si je dis pas de bêtises. Il y avait celui de la pub aussi, je crois. Il y avait la pub plus 2 du coach, je crois. Ouais. Je passe à 1 temps mort sur les 3 dernières minutes. Je suis pour accélérer le jeu. Alors déjà, les temps morts, je trouve qu'il y en a trop en NBA, mais bon, ça, c'est l'économie, l'écosystème NBA qui fonctionne comme ça. Mais si on pouvait en supprimer 2 par équipe, donc t'es à 5 temps morts par équipe, je trouve que ce serait déjà pas mal pour nos sommeils, un petit peu pour la NBA qui fait toujours des nouvelles règles pour que le jeu aille plus vite, mais qui a toujours envie que le jeu s'accélère, mais qui de l'autre côté fait des règles pour que le jeu soit ralenti, avec les reviews, avec le deuxième challenge qui a été ajouté, avec pas de plus en plus de temps morts, mais avec 14 temps morts en équipe cumulée. Il y en a 7 chacun, donc ça fait 14 temps morts. 14 temps morts quand même, rendez-vous compte. Voilà, moi dans les 3 dernières minutes, je passe à 1 temps mort. Je veux voir du jeu, je veux pas avoir de l'interruption. Je veux que le rythme du jeu, le flow du jeu soit pas interrompu par des temps morts ou par des fautes intentionnelles. Ouais, mais après, tu vois, si ça devient comme ça, faudra pas qu'on se plaigne qu'il n'y ait pas de système sorti de temps mort, puisqu'il n'y a plus de temps mort. Alors, justement, mais en plus, c'est un truc que je voulais dire, comme parfois, même lorsqu'il y a des temps morts, ça finit en isolation, la dernière possession, ça finit sur une brique, autant voir des isolations sans temps mort, histoire de gagner 2 minutes 30. Mais après, la règle, ça c'est pour la règle que je souhaite rajouter. La règle réaliste, je pense que j'enlèverais, c'est l'interférence offensive sur les paniers. Comme il y a en Europe où tu ne peux pas toucher la balle tant qu'elle est sur le cylindre,
Ça, je l'enlève parce que je trouve que c'est vraiment une règle stupide. Et voilà, c'est bon. Ça pourrait avantager certains joueurs très athlétiques qui pourraient remettre la balle, mais je trouve que c'est vraiment une règle dont la NBA aurait plutôt tendance à se débarrasser, à s'inspirer de l'Europe, comme elle s'est inspirée de l'Europe pour les 14 secondes suite à un rebond offensif, qui était une règle Ouais. que j'avais trouvée une des meilleures règles qui ait été instaurée par la NBA ces dernières années. Ouais, sur le rebond offensif. Et puis même, on peut même parler de la fameuse clear pass, la faute pour stopper la contre-attaque, où maintenant c'est beaucoup plus punitif qu'il y a 1 an à peu près, où ils ont changé la règle. Alors moi en tout cas moi j'avais à peu près les mêmes choses. En tout cas je m'étais noté moins de reviews en fin de match, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pesant. Et puis je me dis que ok, l'erreur peut être humaine, tu vois. C'est quelque chose qu'on peut accepter, qu'il n'y ait pas de revue, que le call ne soit pas totalement parfait. Alors oui, parfois il peut y avoir des conséquences financières et sportives qui peuvent, entre guillemets, être dramatiques ou qui peuvent changer le cours de l'histoire. Mais je me dis que, tu vois, l'erreur est humaine, tu vois, ça fait partie du sport. Donc du coup, qu'on ait quelque chose de plus fluide plutôt que tout le temps avoir forcément le bon call, tu vois. Trouver le juste milieu là-dedans. Et sinon, en termes de règles, c'est que j'aimerais voir, tu vois, règles existantes, entre guillemets, que j'aimerais qu'ils soient appliquées de façon plus cohérente. Moi, je trouve que c'est la question de la zone d'atterrissage. En fait, on en parle beaucoup sur les shoots à 3 points. Mais quand les mecs prennent des mi-distances et qui sont coupés en deux en bas, il n'y a pas le même traitement que sur le tir à 3 points. Donc, je trouve que il y a un manque, entre guillemets, d'uniformisation, en fait, entre comment tu es arbitré quand tu shootes derrière la ligne et devant la ligne, en fait. Juste ça pour cette modification-là. Et si, encore une fois, j'allais chercher un truc par rapport au basket fiction, hein. C'est un truc dont Zach Lowe avait parlé il y a 2 ans, dans 2-3 ans, par exemple, c'est de mettre 3 secondes dans les coins. Alors ça, ce serait incroyable ça. 3 secondes. Ah, il y a des joueurs qui perdraient beaucoup d'argent s'ils pouvaient pas se retrouver dans. PJ Tucker n'aurait pas eu la même carrière NBA. Exactement ça. Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que ça dynamiserait peut-être le jeu, mais bon, c'est pas réaliste, tu vois. C'est pas quelque chose. Je sais pas si ça apporterait grand chose au jeu, mais après, c'est sûr que le jeu serait beaucoup plus dynamique et la façon dont le spacing serait perçu serait différent. Toi, tu seras obligé de lancer tes attaques beaucoup plus rapidement, un peu quand un mec plonge dans la raquette, en fait. T'es obligé soit tu le joues tout de suite, soit le mec doit sortir, tu vois. Donc, ça changerait un peu le jeu, je trouve. Je pense c'est pas réaliste. Je pense que ça renforcerait grandement les défenses parce que ça écarterait moins le terrain, du coup. Exactement. Ou du moins, le spacing se ferait genre à 45, quoi. Ouais. Mais après, il y a ça, effectivement. Sinon, il y a un truc qui me frustre, c'est les fautes qui sont sifflées sur contact avec la main après que le tir soit parti. Donc, quand le ballon est déjà parti. Ça, c'est un truc, moi, qui me frustre. C'est un truc mais après, c'est le follow-through, hein. Je sais. Ça fait partie du truc, tu vois. Ça fait partie du truc, hein. Les fautes sur le follow-through, je sais. Mais ça, c'est un truc qui me frustre. Ou alors, globalement, on pourrait faire beaucoup de choses sur l'arbitrage, sur la manière dont les défenseurs sont sifflés. Enfin, voilà, c'est un podcast qui pourrait être plus long, mais en fait, la façon dont les règles ont été faites font que les attaquants sont très souvent avantagés sur les contacts vis-à-vis des défenseurs. Et je reviendrai peut-être un peu plus d'équilibrage pour les défenseurs. Voilà. Il y a aussi cette règle certains arbitres qui attendent de voir si le tir rentre pour siffler faute ou non. Ça, pour moi, c'est pas de l'arbitrage, en fait. C'est l'arbitrage, c'est t'as des règles. Si cette règle est bafouée, tu siffles faute. T'attends pas de voir si le tir est rentré pour siffler faute. Donc voilà, pas mal de choses sur l'arbitrage, pas mal de choses sur accélérer le jeu et faire que les matchs NBA soient un peu plus courts que ce qu'ils sont actuellement. Parce que globalement, la MLB, qui est le baseball, raccourcit ses jeux. La NFL essaye, même si ça dure toujours 4 heures, de raccourcir un petit peu le jeu. Il y a que les matchs NBA qui s'allongent, donc je suis pas sûr en fait que pour une ligue qui essaye de promouvoir autant le jeu et le flow du jeu, d'être sans cesse interrompu par des reviews, par des challenges ou par des temps morts, ce soit valuable et que ça rapporte de l'argent au long terme à la NBA. Bah ouais, assez d'accord avec ça. Après, je rebondis juste sur une chose que tu as dite, dans le sens où que les attaquants sont avantagés par les règles. Je trouve plus qu'en fait que les attaquants, ils lisent les règles et ils font en sorte que les défenseurs tombent dans des pièges, en fait. Tu vois, puisque au final, c'est quand même une qualité de l'attaquant d'arriver à te mettre hors de position de défense légale, tu vois.
c'est quand même une qualité, tu vois, que l'attaquant a. Et je pense que ça oblige les défenseurs à être beaucoup plus disciplinés. Mais c'est vrai que je pense que plus que les règles sont faites pour avantager les attaquants, je pense que c'est les attaquants qui arrivent à bien utiliser les règles à leur avantage. Je sais pas si Ok, ouais, tu c'est vois possible. comment. Oui, c'est sûr que la provocation de faute, enfin, on tape souvent sur certains joueurs parce qu'ils vont souvent sur la ligne des lancers, mais être capable de provoquer des fautes, c'est une capacité C'est offensive une qui est tout à qualité. fait louable. C'est une très grosse qualité. Hein, Josh Giddey? Ah, non, mais Josh Giddey, il tourne à 6 lancers de moyenne là sur les matchs de préparation FIBA. Alors, vous préviens, si Josh Giddey tourne à 6 lancers de moyenne en NBA, attention au Thunder l'an prochain, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais non, mais enfin déjà, Shea est qualifié de Swifo Merchant par certains, donc voilà. Mais au niveau défensif, je trouve que de ces 20 dernières années, bon, déjà les défenseurs sont meilleurs pour exploiter, enfin les attaquants sont meilleurs pour exploiter les failles, mais je trouve qu'il y a quand même peu de règles qui ont été prises pour avantager les défenseurs par rapport aux attaquants. La principale, pour moi, le principal changement, c'est l'interdiction du handshake. Handshake, ouais, C'est 2004-2005, je crois, l'interdiction. Ça, c'est pour les défenseurs, c'est vraiment une perte colossale de pouvoir. Mais effectivement, le Land, c'était quoi? C'était 2022 ou le début de saison 2022 où les arbitres avaient dit, enfin où la NBA avait dit aux arbitres un peu calmos sur les lancers. Et du coup, tu avais moins de scoring à outrance. C'était beaucoup plus agréable. Ça a duré 2 mois avant de repartir ensuite. Mais si on pouvait revenir à ça, je trouvais que c'était intéressant et que du coup, tu avais peut-être une sorte de rééquilibrage, même si de toute façon, un attaquant sera toujours meilleur que le défenseur. Enfin, good defense, better offense. Mais bon. Oui, puisque enfin l'attaquant il est quand même avantagé puisque en fait lui il peut dicter ce qu'il fait. Là où tu vois dans la défense c'est des concepts. Enfin, c'est-à-dire que tu vas bouger pour permettre à l'attaquant d'aller à un endroit ou aller à un autre. Mais en fait quand tu bouges pas seul ou de façon individuelle. Ouais. Tu bouges en fonction. Enfin tu fais bouger un peu le bloc. Tu vois, tu peux pas faire même si c'est de la défense entre guillemets homme à homme. C'est de la défense homme à homme où il y a des préceptes où tu vois il y a des couvertures, il y a des trucs qui sont appelés où tu défends jamais seul en réalité quoi. Ouais, d'accord. Donc Mais l'attaquant tu vois, il sait que si il va à tel endroit, ben lui il va bouger par là, lui il va bouger par là, lui il va bouger par là, lui il va bouger par là et c'est tel angle qui sera ouvert, tu vois. Ça où c'est de le la défenseur il a pas manipulation de ça. défense. C'est Ouais, ça, le ouais. défenseur il a pas cette notion là parce que il a pas la balle. Il est pas en position de la balle donc c'est pas lui qui prend la décision en vrai. Ouais. Même si il y a certains défenseurs qui arrivent à se positionner ou à faire certaines choses pour que l'attaquant fasse ce que le défenseur veut réellement. Ouais, Sauf non. que ça, c'est dans la Faire majorité utiliser des la cas, main c'est la gauche de défense. Jalen Brown, globalement. C'est sur le scouting report. C'est sur le scouting report. Ben, ok pour cette question. Ben, on va enchaîner du coup avec une question de Quentin. Quentin de QI Basket et aussi du podcast Hit Me Up, ben, qu'on salue aussi, hein, également. Sur le In-Season Tournament. A-t-il vraiment un intérêt constant? On me pose la question à moi, ça c'est dur. Comment on pose la question à moi? Comment vous voulez que je réponde autre chose que non? Enfin, c'est déjà les tournois FIBA, moi j'en ai pas grand-chose à faire. Donc vous pensez que le in-season tournament ça m'intéresse? Non. Enfin, déjà je suis très attaché aux vieilles traditions NBA. C'est-à-dire que pour moi les 82 matchs c'est un truc auquel il faut pas toucher. Sacré. Je suis très attaché aux 82 matchs parce qu'il y a une notion de record historique qui ont été fondés sur ces 82 matchs. Et si jamais tu réduis ou tu augmentes, comme ça a été le cas en NFL, ces 82 matchs, bah, tu perds toute une notion historique. Tu auras des records qui seront impossibles à battre, etc., etc. Donc, très attaché à cette notion de 82 matchs. Et après, le in-season tournament dans une ligue fermée, je vois pas l'intérêt, en fait. Surtout que le in-season tournament, si vous vous souvenez bien, ça a été vendu en disant oui, c'est pour apporter un petit peu de fraîcheur dans le milieu de la saison régulière au moment où ça commence à se planer. Sauf que ça commence en novembre et ça se finit en décembre. Donc c'est un truc qui n'a aucun sens. Déjà, ça s'appelle le in-season tournament. Ça montre que t'as pas beaucoup d'idées pour vendre ton produit. Et donc voilà, je trouve que et en fait pour moi le principal constat d'échec de la NBA, c'est que pour le rendre intéressant, c'est les matchs de classement sont aussi considérés comme des matchs de saison régulière pour être sûr que les joueurs vont jouer les matchs. Donc ça montre que du côté de la NBA, ils ont un doute sur le fait que si ça n'avait pas été comptabilisé comme un match de régulière, les joueurs l'auraient peut-être pas pris au sérieux. Donc pour moi, c'est vraiment
un trophée qui est récompensé pour les équipes un peu moyennes. Je pense que les Hawks de Trae Young sont des gros favoris pour le In-Season Tournament. C'est terrible. Je pense vraiment. Mais du côté, enfin, même leur récompense, 500 000 $, quand c'est pour la G-League, d'accord, il y a une notion d'argent pour des joueurs qui sont moins payés, mais un joueur comme Kevin Durant, comme LeBron James, je pense pas que ça les intéresse en fait de toucher 500 000 $. Donc le fait que ce soit rattaché à la régulière va peut-être donner un peu plus d'enjeu, mais l'objectif l'objectif des Suns, l'objectif des Lakers, l'objectif du Heat, l'objectif de toutes ces équipes-là, c'est pas de gagner le tournoi de mi-saison, c'est de gagner le tournoi au mois de juin. Ouais. Après, ça peut avoir une importance, par exemple, pour les rookies ou les joueurs qui sont au minimum, tu vois, les seconds tours au minimum. 50 000 $, tu vois, ils vont pas, enfin, 100 Ah, 000 mais c'est $, ils pas vont eux pas qui cracher. vont, c'est pas eux qui vont vendre le tournoi en fait. C'est que Non, oui, c'est vrai. si t'as, je sais pas, si t'as l'équipe C du Thunder qui affronte l'équipe C des Nets en finale du In-Season Tournament, c'est justement exactement ce que veut éviter la NBA. Ouais. Mais après, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le mettent en début de saison, puisque en début de saison, t'as quand même les équipes qui jouent. Tu vois, les équipes, enfin, il n'y a pas encore on va dire de machination au niveau du calendrier. Les équipes jouent avec les rosters les plus compétitifs qu'ils ont, puisque c'est au début de la saison, on va dire sur les 25 premiers matchs, c'est vraiment de l'identification en fait, comprendre ce que tu as vraiment dans ton effectif. Donc peut-être que ce sera, enfin, c'est comme si c'est un match de saison régulière classique, c'est juste que c'est brandé autrement. Après, pour répondre à la question, je trouve que, ben, pour l'instant, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas un grand intérêt. Mais par exemple, pour les personnes qui vont commencer à suivre la NBA maintenant, par exemple, et qui vont toujours connaître cette coupe-là, par exemple, enfin, le In-Season Tournament, ben, dans 50 ans, tu vois, il y aura quand même une histoire, il y aura un historique. Bon, qui nous fasse pas comme le play-in où les stats ne sont pas comptabilisés. Donc, Ah, ça c'est une horreur. Ça c'est une horreur. Mais ouais, non, mais je sais pas si dans 50 ans déjà on sera encore là, mais ça c'est un autre débat. Mais un exemple. Je sais pas si ça va, enfin, vraiment j'ai peur que le In-Season Tournament ce soit un truc qui soit expérimenté sur 3-4 ans et qu'au moment du nouveau CBA, ils vont faire, je sais même pas si, est-ce que c'est inclus dans le CBA? Si, je pense. Oui. Au moment du nouveau CBA, ils vont faire, bon, bah, on arrête, en fait, parce que ça marche pas. Enfin, et j'ai vu, je sais plus, je crois que c'était Bobby Marks qui parlait, on l'interrogeait sur le In-Season Tournament et il disait l'équipe vainqueur du tournoi aurait un spot automatique de qualification en playoff. Je trouve que c'est beaucoup trop récompensé, surtout qu'il y a beaucoup d'intangibles, il y a beaucoup de paramètres. Enfin voilà, c'est une saison régulière, donc tu peux pas donner une récompense aussi forte pour un truc aussi enfin qui a autant de facteurs déterminants sur une saison, etc., etc. Donc, il y a trop peu de matchs en fait. Il y a trop peu de matchs pour donner un tel avantage. Après, un peu, ça peut faire comme le play-in, tu vois. Le play-in, il a on va dire qu'il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités, tu vois. Donc peut-être, on va dire, faut laisser sa chance au produit. Mais c'est vrai que personnellement, je suis un peu comme toi, je suis un peu dubitatif, j'attends de voir. Ouais, franchement, j'attends de voir et je suis pas excité du tout à l'idée de voir débarquer cette in-season tournament. Tu vois. Après pour pardon, pour la question du play-in, moi je trouve que le meilleur format de play-in, c'est toujours celui qui a été adopté dans la bulle, avec un écart de match minimum Ouais, et avec l'équipe qui est moins bien classée que l'autre, qui doit gagner 2 fois pour se qualifier. Le play-in, bon, exact. on l'a adopté parce que il y a eu des retournements de situation qui font que ça a donné de la valeur au produit. Des retournements de situation qui ont souvent avantagé le Thunder d'ailleurs, hein, que ce soit avec la non-qualification des Clippers ou avec la victoire face aux Pels. La draft de Jalen Williams, tout à fait. Merci, hein, les Wolves et les Pels, franchise amis, qui ont permis de drafter Jalen Williams. Mais ouais, je trouve que le meilleur format du play-in, c'était celui qui a été adopté dans la bulle avec un minimum d'écart de match. Et deux victoires obligatoires pour te qualifier pour l'équipe la moins bien classée. Ouais, moi je pense que c'était vraiment le format qu'il fallait garder, mais après il y aurait pas eu toute la dramaturgie en fait. Puisque tu vois, c'est aussi ça aussi qui fait fonctionner le play-in actuellement, c'est tout le côté dramaturgie en fait. Et tu vois quand les équipes se sortent du play-in tournament, enfin on l'a vu avec les Wolves, tu vois, ou même on l'a vu avec vous enfin cette saison. Alors même si vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas qualifié, mais c'est quand même un pas quoi, un pas qui va dans la direction de, tu vois. Tout à fait. Ok, ben switchons tout de suite sans transition. Hein.
On part sur une question sur les trophées. Les trophées. Alors, c'est une question de Oscar Newon, fan d'Enix et de cinéma aussi. Du coup, est-ce que, pour simplifier le vote du MVP, il ne serait pas judicieux d'automatiquement le donner au meilleur joueur de l'équipe qui a le meilleur bilan de la régulière? Alors là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Bah, en fait, la problématique, c'est que le MVP, il y a la notion de valuable. Normalement, c'est le joueur le plus Ouais. valuable. Est-ce que le meilleur joueur de la meilleure équipe est forcément le joueur le plus valuable de la ligue? Je suis Et tu vois, pas c'est pas la meilleure équipe, c'est l'équipe qui a avec le meilleur bilan. bilan. En Parfois, plus, l'équipe qui a le meilleur bilan, c'est pas forcément la meilleure équipe au final, oui, tu vois. ça veut dire, par exemple, est-ce que les saisons où les Raptors ou les saisons où les Celtics sont premiers de la conférence face aux Cavs, de la conférence Est, à l'époque où LeBron James était encore là, est-ce que ça signifie qu'ils étaient la meilleure équipe? Ça, je suis pas sûr non plus. Donc, au niveau, ouais, il y a le côté valuable parce que si tu regardes les équipes qui ont eu le meilleur bilan ces dernières années, tu es sur du Giannis. Et déjà, si tu prends il y a 2 ans, le meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan, c'est Chris Paul MVP il y a 2 ans avec les Suns. Donc, on arrive déjà sur une première problématique. Le meilleur bilan en 2021, c'est les Sixers, si je dis pas de bêtises. 2021, attends. Ouais, Qui je crois est que seed 1 dans la conférence? Ah non, c'est le Jazz. C'est le Jazz. oui, c'est le Jazz. C'est le Jazz. Donc, ça veut dire Donovan Mitchell MVP il y a 3 ans, Chris Paul MVP il y a 2 ans. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on pourrait faire. Mais non, pour moi, il y a la notion de valuable. Alors, ça permettrait d'éclaircir un petit peu les critères, de dire on prend le meilleur joueur de l'équipe qui a le meilleur bilan de saison régulière, parce que sur la notion de valuable, il y a toujours un peu un flou. Enfin, disons que sur les critères du MVP, c'est sujet à c'est sujet à la subjectivité justement et à l'interprétation. Exactement. Mais tu cadenasserais un petit peu plus les critères, mais il y a quand même cette notion de most valuable qui pour moi est différente et qui du coup me fait dire que le meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan n'est pas forcément le joueur le plus valuable. Oui, puisque ça dépend aussi de l'équipe et ça dépend aussi de tes coéquipiers aussi. Et puis, moi, ce qui me gêne avec ça, c'est comment, en fait, on qualifie le meilleur bilan. Est-ce que c'est uniquement du chiffré? Puisque on sait que toutes les équipes n'affrontent pas les mêmes équipes. Donc, tu vois, quand tu es, je sais pas moi, dans la Southwest, tu vas, même si tu as un bilan, disons que tu as un bilan similaire à une équipe qui est dans la Southwest, par exemple, mais le calendrier que tu as eu est totalement différent, en fait. Et la force du calendrier est aussi totalement différente. Donc, du coup, comment on calibre au niveau des conférences le meilleur bilan? Est-ce qu'on se base sur la partie chiffrée? Est-ce qu'on se base, tu vois, sur le net rating, sur des choses comme ça? Donc, donc du coup, je trouve que après c'est une tentative de réponse, mais ça laisse, ça enlève, comme tu dis, le sens du côté valuable et la définition de meilleur joueur et de meilleur bilan de régulière au final. Parce que si, disons, il y a deux équipes qui ont le même bilan, comment on fait? On prend, tu vois, les pile ou face. C'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi. Donc, après, la question n'est pas dénuée de sens, puisque effectivement, le MVP, c'est un trophée qui est quand même un peu nébuleux, même si on peut, entre guillemets, prédire les principaux protagonistes du MVP en début de chaque saison. Mais comment dire, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de critères définis en dehors maintenant des 65 matchs, hein. Ça y est maintenant. En dehors de ça, et encore, il y en a qui vont passer devant le tribunal pour justifier, pour pouvoir être accepté ou pas. Le Grievance Committee. Voilà. Le Grievance Committee. En dehors maintenant des 65 matchs, t'as rien en fait qui stipule comment faire pour voter pour le MVP, quoi. Et t'as plusieurs types de votants. T'as des votants sur le narratif, t'as des votants uniquement sur la partie stat, t'as des votants sur les moments. Enfin, t'as des moments. Voilà, t'as tout ça en fait. Et c'est je pense ce qui rajoute aussi un peu de charme en fait au trophée, c'est que même si t'as des favoris, t'as toujours des événements qui peuvent faire en sorte que le trophée peut changer ou peut aller d'un côté comme de l'autre, mais il n'y a pas, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, même si il y a peut-être des joueurs qui auraient peut-être pu mériter à un certain moment, ou du moins qui avaient des raisons valables d'être MVP à un moment donné, tous les joueurs qui ont été élus MVP, en tout cas si on prend les 15-20 dernières années, avaient on va dire un dossier d'MVP, quoi. Même s'il y avait peut-être d'autres candidats qui avaient aussi des dossiers très solides, mais les joueurs qui ont été élus avaient quand même un dossier
assez intéressant pour être MVP. Oui, c'est sûr, parce que même, enfin, moi je vais citer, je pense celui qui est le moins MVP de tous, désolé à Adrien, je pense que c'est Derrick Rose 2011. Rose, Même, ouais. même si tu prends Derrick Rose 2011, bah, il a quand même le dossier premier de la conférence Est, il était devant le hit de LeBron, saison quand même magnifique, mais voilà. Enfin, et en fait, le truc du MVP, c'est que maintenant on est enfin, c'était déjà le cas les années précédentes, mais on est dans une période où tu as 4, 5, 6 joueurs qui font des saisons de calibre MVP. Et le but, c'est déjà rien que l'an dernier. En fait, bon, on prend Joel Embiid, on prend Nikola Jokic, on prend Jason Tatum, on prend Donovan Mitchell, on prend Luka Doncic, on prend Shai Gilgeous-Alexander. T'as 6 joueurs qui, sur le papier, font des saisons calibre MVP. J'ai même pas cité Giannis, je crois. Donc, qui font des saisons de ce calibre-là. La vraie problématique, c'est que ces dernières années, j'ai l'impression que les critères s'élargissent de plus en plus, parce qu'avant, il y avait ce côté, il faut que tu sois top 3 de ta conférence pour être élu MVP. C'était un peu le seul critère immuable pour le MVP. Avec le MVP de Westbrook, avec le MVP de Jokic, il y a de ça 2 ans, cette barrière-là est en train de tomber. C'est pareil pour les All-NBA. Tu récompenses pas forcément les joueurs qui sont qualifiés en playoff. Donc la barrière du classement est en train de tomber petit à petit, ce qui permet d'encore plus ouvrir les critères. Mais effectivement, au niveau du MVP, ça c'est un débat qu'on pourrait faire, mais il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup pas de manipulation, mais il y a beaucoup de situations où, on l'a vu sur le dossier Embiid par rapport à Nikola Jokic l'an dernier, il y a beaucoup de cas de figure où le vote, sans dire que Nikola Jokic, sans dire que Joel Embiid ne méritait pas son MVP, mais il y a le côté un peu, il a été énorme ces 3 dernières années, on va lui en donner un. Ce qui n'a pas été le cas pour Jokic. Enfin, par rapport à Jokic, Embiid a peut-être été avantagé pour ça, surtout qu'un joueur comme... Jokic, des 3 années où il fait des saisons level MVP, c'est peut-être l'année où le dossier était le plus épais. Donc, au niveau du MVP, il y a beaucoup de flou. J'ai l'impression que les critères, mais ça c'est valable aussi pour tous les trophées individuels, les critères peuvent évoluer d'année en année aussi. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est très nébuleux, c'est difficile de s'y retrouver, mais la multiplication de saisons MVP faites par des joueurs dans la ligue est peut-être un peu plus fait que c'est peut-être un peu plus difficile, encore plus difficile de décerner un trophée à un gagnant cette année ou les années précédentes. Et puis aussi, peut-être que les votants changent tous les ans. En fait, t'as pas 100% des gens qui ont des votes à une année, c'est pas 100% que tu vas retrouver l'année suivante, tu vois. Il y a des changements aussi dans les votes, et les personnes qui arrivent, arrivent avec de nouveaux critères, tu vois, aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut, qu'on prenne en compte, on va dire. Il faut la prendre en compte. On va rester du coup sur la thématique, des trophées. On a une question de Marcel Perdu, du coup, qui est intervenant, je crois, dans le podcast d'envergure, notamment sur la partie stats. Est-ce qu'il y a un trophée individuel plus difficile à projeter qu'un autre, même avec une liste de 3 à 5 noms? Alors ça dépend si la question de Marcel était cette année au global. Moi j'avais pensé cette année, mais peut-être répondre aux deux. Cette année, pour moi, ce qui est très compliqué, c'est le rookie de l'année. C'est très difficile le rookie de l'année cette année, parce qu'il y a une barrière qui s'appelle les 65 matchs, et que globalement, les deux favoris, alors j'ai pas regardé, bon le favori c'est sûr, c'est Victor Wembanyama. Le deuxième, ça doit être Scoot Anderson, mais Chet Holmgren ne doit pas être très loin dans les pourcentages de favoris. Victor et Chet, j'ai du mal à les voir faire 65 matchs en fait. Donc, un joueur comme, et c'est là où un joueur comme Scoot Anderson peut se faufiler dans la course et peut venir un petit peu les piquer, enfin les coiffer au poteau. Déjà avec le départ de Damian Lillard, c'est pas encore fait, mais bon, on se doute que... On ne sait pas. Ce sera peut-être, avec la théorie de Kebdo, ce sera peut-être fait entre le moment où cet épisode est enregistré et le moment où il est publié. Mais un joueur comme Scoot Anderson, surtout qui est un très gros porteur de balle et qui peut peut-être se faufiler dans cette course-là parce que lui, au niveau physique, il est capable de faire les 65 matchs. Alors qu'un joueur comme Victor, un joueur comme Chet, ils vont peut-être être ménagers. Enfin, ça a déjà été annoncé par... le front office des Spurs que Victor ne va pas jouer 82 matchs, 30 minutes sur toute la saison régulière. Chet Holmgren, il revient de sa blessure et en plus son profil fait que ce sera pas le rookie qui sera mis le plus en avant, donc
peut-être pas celui qui aura le plus gros impact statistique. Après, il y a un joueur comme Brandon Miller aussi aux Hornets. Donc, ouais, pour moi, cette année, c'est vraiment le rookie de l'année parce que on peut se dire, oui, il y a Victor Wembanyama, mais il y a cette notion des 65 matchs qui, bien sûr, vient rajouter un petit peu de flou. Et après, au niveau du trophée, peut-être le plus dur à noter, enfin, à noter tous les ans ou à essayer de trouver un gagnant tous les ans, même en donnant 3-5 noms, je trouve que le MIP, Ouais, pareil. les critères changent tellement tous les ans. Ouais, C'est-à-dire que ouais. on l'a donné, il y a 2 ans, on a donné le MVP à Ja Morant parce qu'il y avait le changement de stratosphère. Il était passé, enfin, il y avait le changement de statut. Où il est passé de Ouais. star à superstar. L'an dernier, t'as Shai Gilgeous-Alexander qui fait la même chose. Non, donnons-le à Lauri Markkanen parce qu'il est passé Ouais. de 12 à 23 points de moyenne. Donc, comme les critères changent d'année en année, c'est très difficile de déterminer qui va être le MIP. Je vois, par exemple, je vais citer un exemple tiens, sur le MIP, c'est que je vois pas mal de gens dire sur le MIP cette année, Cade Cunningham. Et pour moi, Cade Cunningham, comment tu peux donner le MIP à un joueur qui a joué 400 minutes l'an dernier? C'est pas possible de dire que c'est le joueur qui a le plus progressé en étant blessé. C'est juste il était blessé. Donc, au niveau des critères du MIP, je trouve que c'est vraiment le bazar et que d'une année sur l'autre, ça change. Donc, c'est très difficile de déterminer un favori. Après, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être que ce qui s'est passé avec Markkanen, ce qui s'est passé avec Markkanen la saison dernière, c'est peut-être entre guillemets l'anomalie de ce qu'on avait connu récemment, puisque quand tu regardes les derniers trophées, c'était quand même toujours à chaque fois le même, on va dire le même Même le profil. même paradigme, c'est-à-dire un joueur un peu le même profil, un gars qui est peut-être drafté haut à un moment donné où il y a des attentes sur lui. Et du coup, là, c'est la saison, entre guillemets, soit la troisième, soit la quatrième saison, où ça se concrétise. Mais il y avait déjà quand même des attentes. Et le truc qui est intéressant avec ça, c'est que généralement, le MIP, le mec a été élu All-Star, ou du moins, il figure dans une All-Star Team la saison qui arrive. Et quand tu prends... Et c'est vrai que parfois, les critères ne font pas sens. Et une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est l'un des trophées les plus durs à projeter, c'est qu'en fait, il n'y a pas de back-to-back possible. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas gagner c'est le seul trophée qu'un joueur ne peut pas gagner vraiment 2 ans de suite. Et il y a le rookie de l'année aussi. Arrivé dans l'histoire de l'NBA. Il y a le rookie de Et l'année. le rookie de l'année, tu vois. Et le rookie de l'année. Mais tu vois, c'est un trophée où tu peux déjà enlever une partie des mecs. Enfin, quand tu fais tes listes de 3 à 5, bah du coup t'as le lauréat, l'ancien lauréat, tu peux déjà l'enlever quoi, même si il passe un step supplémentaire. Je me souviens qu'on en avait discuté pendant la saison sophomore de Luka Doncic. C'était mon point, ouais. Où Luka Doncic du coup il était passé de je crois 22-8-8 en bon 39 starter, feet. Ouais. ouais, un truc comme ça, où il était devenu All NBA, je crois, second team ou first team ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il était déjà All NBA second team, du coup, sa deuxième saison. Et le mec est passé de pas All-Star à All NBA direct, tu vois. Un joueur, enfin meilleur joueur, mais enfin un joueur déjà, hein, globalement. Ouais. Mais ouais. C'est ça. Et justement, c'était ma problématique, c'est que le MIP, il y a une barrière à franchir, c'est que attention, hein, si t'es trop bon, Oui. tu concours plus pour le MIP. C'est que globalement, Voilà. je pense que enfin la saison sophomore de Luka Doncic, c'est l'une des meilleures saisons sophomore ever. Enfin sur les 25 dernières années, il y a la saison sophomore de Tim Duncan où il est quand même MVP des finales et champion, et très solide, mais en termes d'impact statistique, la saison sophomore de Luka Doncic, c'est n'importe quoi. Et il aurait pu être dans le MIP, mais il n'est pas dans le MIP. Un joueur comme Giannis, qui a déjà remporté le MIP, bah entre le moment où il remporte le MIP et le moment où il est MVP, il y a un autre plancher, enfin il y a un autre plancher. Non, il y a un autre plancher qui est franchi. Donc il y a un autre niveau qui est franchi. Donc il faut pas être trop fort. Et justement, je trouvais que pour moi, si on avait donné, alors je dis pas que Markkanen démérite son trophée de MIP, hein, pas du tout. Mais je trouvais que si t'avais donné le MVP, non, le MIP à Shai, tu validais le côté, ok, maintenant on récompense les joueurs qui deviennent des superstars. Et je trouvais ça intéressant que le MIP se dirige vers cette récompense-là. Mais avec Markkanen, j'ai l'impression qu'on repart dans ce côté, ouais,
joueur sur lequel tu avais des attentes, qui fait une saison de confirmation, il est All-Star, on lui donne. Après, encore une fois, ça peut être on va dire, l'anomalie qui confirme la règle, tu vois, parce que quand tu prends si on remonte à Giannis, par exemple, on a eu Giannis, on a eu Oladipo, qui était devenu All-NBA, on a eu Siakam, qui, après a confirmé, Ingram, qui après a confirmé, Randle, bon, c'est un peu les montagnes russes, mais qui a quand même confirmé, en tout cas, cette saison, puisqu'il est All-NBA cette saison, hein, Julius Randle, faut pas l'oublier. Et t'as On le eu répète à Morant chaque fois. et après Markkanen. On le répète à chaque fois, oui. On le répète à chaque fois. Donc voilà, non, peut-être que à voir, hein, comme tu disais, les critères changent, mais peut-être qu'on aura une surprise, l'année prochaine. Après, je pense que là, il y a quand même deux clairs favoris pour l'année prochaine. Je pense qu'on peut parler déjà de Edwards et un peu de Michael Bridges, par exemple, je pense. Ah, tu vois, moi, c'est pas ce type de joueur-là que j'aurais en tête, parce que Edwards a déjà été All-Star en plus. Et Michael Bridges, ouais. Michael Bridges, qu'est-ce que tu prends? Parce que si tu considères que c'est le joueur qui a le plus progressé, c'est quoi par rapport à ce qu'il faisait au Suns? Parce que sa seconde partie de saison au Nets, tu peux pas dire que c'est Ouais. MIP parce qu'il était déjà à ce niveau-là. Donc c'est très Ouais. difficile. Je sais pas, moi pour le MIP, j'essaye de réfléchir comme ça, mais je mettrais pas. Ouais, Edwards pour moi il a déjà été All-Star, donc ça va être très difficile de le considérer comme un MIP. Mhm. Haliburton a déjà été à un niveau trop élevé. Ouais, franchement, tu vois là, tu me demandes quel est mon favori pour le MIP. J'arrive même pas à te citer un nom. Donc c'est ça. Ben, tu vois, selon Vegas, t'as Michael Bridges, Tyrese Maxey, Cade, Şengün et Austin Reeves. C'est le top 5, Bah voilà. selon Vegas. Donc voilà. Enfin, Donc, les critères sont... voilà. Qu'est-ce que tu veux dire sur ces critères-là? Enfin, t'as des joueurs de troisième année, t'as des joueurs qui sont en quatrième année, t'as des joueurs. C'est juste parce que leur usage a été plus élevé à partir du moment où ils ont été transférés. Enfin, voilà, ça montre l'amplitude des critères. C'est ça. Donc, voilà pour cette question, hein. On peut tranquillement glisser vers des questions un petit peu plus, on va dire, random. Sinon, on peut même continuer sur les questions de Marcel. Allez, on peut même continuer sur les questions de Marcel. Continuons sur les questions de Marcel, qu'on a posé d'autres d'ailleurs. Alors, il a posé, quelle est la meilleure équipe en développement de jeunes selon vous? Alors c'est très dur parce que Ouais, c'est pareil. quelle est la notion de développement? C'est-à-dire de développer des joueurs qui ont Exact. été draftés très haut, de développer des C'est joueurs qui ça. ont été non draftés. Il y a plusieurs développements en fait en NBA. Je pense que la meilleure équipe en développement quand tu draftes très haut, franchement, je vais défendre ma paroisse, mais ok, ici des joueurs qui ont été draftés très haut et qui se sont foirés, il y en a quand même pas non plus énormément. Après, il y a Il y a que Jeff Green peut-être? Et encore. encore. Parce qu'il a il a une carrière honorable. Ouais, et Tu puis vois? Jeff Green, c'était il y a 15 ans en plus. Non, c'était il y a 16 ans. Ouais. C'est la draft 2007, c'est la même que KD. La date de KD, ouais. Donc c'était il y a 16 ans, c'était il y a longtemps. Après, il y a des équipes, tu vois, si on me dit développement de joueurs bruts, ou en tout cas de joueurs qui sont pas draftés haut, bah le 8, effectivement, le 8 est Ouais, peut-être clairement. Ouais. la meilleure écurie de développement pour développer des jeunes, mais non draftés. Mais pour moi, il n'y a pas qu'un seul type de développement de jeunes, il y en a plusieurs, et du coup, en fonction de ce qu'on considère comme développement de jeunes, pour moi, tu as différentes réponses à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, par exemple, sur cette question-là, moi, je m'avais noté, du coup, sur quoi on se base, du coup, est-ce que c'est par rapport au rang de draft ou par rapport au potentiel perçu, tu vois? Parce que si, disons que tu identifies, par exemple, un joueur qui descend à la draft, mais au final, peut-être que les attentes du grand public sur le joueur sont différentes, mais ça changera pas, en fait, le niveau que le joueur avait au moment que tu l'as drafté, tu vois? Donc, du coup, tu vois, c'est toutes ces notions-là. Et moi, j'avais vraiment noté Miami, tu vois, pour les joueurs de complément, parce que tu as pas mal de joueurs qui sortent du cursus Miami, qui arrivent ailleurs et finalement qui n'arrivent pas à produire les mêmes choses, quoi. Ouais. Mais je pense que, Donc, et en fait, sur la notion de développement, tu vois, je vais prendre l'exemple Memphis. Memphis, ils sont très bons pour sortir des joueurs un peu plus vieux, mais du coup, est-ce que cette notion de joueurs un peu plus de plancher, peut-être un peu moins de plafond, parce que plus vieux, plus long cursus en NCAA, est-ce que on leur, d'en avoir fait des joueurs NBA de qualité, est-ce qu'on dit que c'est grâce à eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont bien drafté et que tu as des joueurs un peu plus de plancher, donc peut-être un peu plus près? Enfin, c'est très difficile à ce niveau-là. Même en développement de jeunes, je trouve que Memphis est un très bon exemple de draft. Enfin, les joueurs draftés très haut fonctionnent.
Il y a que l'exemple de Zaire Williams où je suis un peu plus sceptique. Mais que tu sois drafté au premier tour, que tu sois drafté top 5 ou que tu sois drafté fin de premier tour, globalement à Memphis, il y a eu très peu de ratés. Il y a eu le cas Kennedy Chandler qui est qui fait un peu anomalie. Il y a le cas Zaire Williams, mais en dehors de ça, les joueurs qui sont sortis de Memphis et qui ont été draftés par Memphis ces dernières années, ils sont tous au minimum corrects, voire très bons. Tu peux avoir un Ja Morant en 2, comme tu peux avoir un Desmond Bane en 30 ou un Brandon Clark aux alentours de, je sais plus, 21, 22, Brandon Clark. 22, 23, un truc comme ça. C'était juste, je crois, c'est entre Grant Williams Et Darius Bazley. Et Darius Bazley. D'ailleurs, on en parlait souvent ensemble de un peu ce trio-là. Mais après, on rappelle que tu parles de Memphis sous le régime de Zach Kleiman. Oui, tout on va à fait. pas parler de Memphis sous le régime du bon vieux Chris Wallace. On parle pas d'Hashim Thabit, on parle pas, non, c'est Memphis depuis la reconstruction, donc depuis 2018 à peu près. C'est ça. On avait une autre question du coup pour la pire. Et moi aussi j'ai eu aussi pas mal de choses pour répondre à cette question-là par rapport à la pire équipe en développement. En gros, je pense que le raccourci facile, ce serait de dire, par exemple aujourd'hui, ce serait de dire soit Houston, soit Charlotte. Mais après, tu vois, Charlotte, est-ce que les prospects draftés étaient si bons que ça de base? Houston, est-ce que le plan, c'était vraiment de faire en sorte que les gars se développent jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le plan, c'était pas on s'assure d'avoir trois hauts choix de draft très haut avant d'avoir des choses à envoyer au Thunder et du coup après on commence à fonctionner? Et sinon, historiquement, j'aurais peut-être dit les Knicks par rapport au fait que à part R.J. Barrett, si tu reprends depuis 99, le seul joueur à avoir signé une extension après son contrat rookie, c'était Charlie Ward. Ouais, tout à fait. Donc attention Emmanuel Quickley, hein. Attention à lui, attention à Quentin Grimes. Mais ouais, effectivement, il y a Houston. Ouais, Houston, c'est pas fini en plus. Les joueurs, ils arrivent dans leur troisième ou dans leur seconde année. On va peut-être pas les jeter. On va peut-être pas dire que c'est raté. Surtout, tu vois, enfin, moi, je pense que je suis peut-être plus haut sur Jalen Green que la moyenne parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup de talent. Faut juste un petit peu l'exploiter. Mais c'est pareil pour Jabari Smith. C'est peut-être sur Şengün, qui est considéré peut-être comme le meilleur pour l'instant, que j'ai le plus de réticence. Moi, j'ai un exemple. Je vais encore leur taper dessus, mais les Wizards. Oui, mais avec quel matériel? Quand ils ont drafté Rui Hachimura, il est parti. Enfin, Rui Hachimura a jamais été aussi bon que lorsqu'il a quitté l'écosystème Wizards. Johnny Davis, ils se sont plantés. Deni Avdija, c'est pas non plus exceptionnel. On va voir ce que ça va donner avec Bilal Coulibaly. Disons que ces dernières années, pour une équipe qui a drafté relativement haut, parce que tu vois, même, j'avais envie de citer les Wolves, mais les Wolves, ils ont quand même eu McDaniels, ils ont quand même eu Anthony Edwards, ils ont eu Ils ont fait des coups. Voilà. Ils ont eu du Nasrid aussi, tu vois. Nasrid, tout à fait. Voilà. Alors que les Wizards, il y a Trent Brown Jr. aussi qui avait été drafté loterie, qui est parti il était aux Lakers, Trent Brown Jr., si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Et là, je crois qu'il est aux Wolves. Ouais, il me semble qu'il est aux Wolves. Donc voilà, je trouve que du côté des Wizards, dès qu'ils draftaient en loterie, il y a très peu de joueurs qui sont ressortis. Alors, on espère qu'ils vont faire mieux avec Bilal Coulibaly et avec le nouveau front office, Will Dawkins, qui est un ancien du Thunder en plus. Je trouve que les Wizards, les Kings, ils ont quand même eu un joueur comme De'Aaron Fox. Donc, malgré tous les ratés qu'ils ont pu avoir, les Jimmer Fredette, les Skal Labissière, etc., les Suns, c'est pareil. On a pu leur taper dessus pendant pas mal d'années où ils ont fait Marquise Chris, où ils ont fait Dragon Bender. Il y a Devin Booker, il y a eu Michael Bridges, il y a eu Cameron Johnson. Alors que vraiment, les Wizards, c'est une équipe qui a quand même drafté loterie pas mal ces dernières années et qui a rien donné vraiment de très, qui a même pas donné un joueur qui est vraiment où tu te dis, ok, ça c'était un bon choix. Ou alors c'est un joueur comme Rui Hachimura qui est devenu un bon joueur. Enfin, pas qui est devenu un bon joueur, mais qui n'a jamais semblé être aussi bon que lorsqu'il a quitté l'écosystème Wizards. Ouais, parce qu'au final, quand tu prends les Wizards, quand tu as eu la période du coup John Wall, Bradley Beal et Otto Porter, top 15 shooter, on aime bien le rappeler. Entre les deux, peut-être le seul prospect vraiment marquant entre les deux, c'est peut-être Kelly Oubre. Ouais, j'avais cité Kelly Oubre, mais encore Kelly Oubre, quoi. Kelly Oubre, ouais, voilà quoi. Mais ça, voilà. Kelly Oubre. Mais ouais, effectivement, pour moi, les Wizards, parce qu'ils ont quand même pas mal drafté en loterie ces dernières années. Alors, ils n'ont pas drafté très haut en loterie,
mais quand même, c'est peut-être l'occurrence d'équipe qui draft le plus en loterie, tout en ne sortant jamais des joueurs qui sont vraiment très très bons. Ouais, parce qu'il y a le shooter, là, on a oublié comment il s'appelle le shooter qu'ils ont drafté il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Ah, Corey Kispert. Corey Kispert, ouais, Corey Corey Kispert. Kispert. Mais c'était pas la loterie, Ouais. Corey Kispert. Mais parce qu'ils font les playoffs cette année-là. Mais oui, effectivement, Kispert, disons que de par le profil, je n'ai pas envie de leur imputer en disant ils l'ont mal développé. Mais c'est vraiment le premier nom qui m'est venu, les Wizards, où t'as pas un joueur qui est sorti, quoi. Tu fais les Ouais, tu, ouais, ouais. tu fais parce que les Hornets, ils ont quand même eu la Bello, enfin voilà, ce type de joueur-là. Tu peux dire aussi, c'est des équipes, enfin les Hornets, les Wolves, c'est des équipes qu'on drafté très haut, donc c'était difficile de louper des joueurs de ce calibre-là, comparé aux Wizards qui, forcément, quand tu draftes en 9-10, c'est tout de suite plus compliqué. Ouais, au milieu, ouais. Mais une franchise comme OKC, elle draft en 12, elle sort Jalen Williams. Bon, elle sort Ousmane Dieng en 11, ça on attend. Mais une équipe comme le Magic, ils draftent en 8, ils sortent Franz Wagner. Ce type de joueur-là. Ouais. Donc, ça montre que quand même, il y a des opportunités pour les équipes de récupérer un bon joueur, même en milieu de draft, enfin, en milieu de loterie. Clairement. Clairement. Du coup, on peut remonter sur une question, une question qui m'a beaucoup fait rire de Random at SamZ14. Qu'est-ce qui explique le projet Reggie Jackson aux Nuggets? Rien. Rien. Je comprends pas. Qu'a fait Reggie Jackson pour mériter ce que lui ont donné les Nuggets? Je comprends pas. Mais la taxpayer, Je comprends. il a pris la taxpayer à Denver. Mais après, moi je pense que c'est une notion de salaire. Je pense que c'est une notion de salaire de trade en fait. Ouais, Je pense que peut-être que les Nuggets étaient entre guillemets peut-être en compétition avec une autre équipe sur le dossier Reggie Jackson. Ils venaient de perdre Bruce Brown. Ils se sont dit bon, on le sécurise au moins parce qu'après on n'a pas d'autres ressources, tu vois. On n'a pas forcément de ressources. Il connaît le groupe, il connaît le vestiaire. Il a déjà été avec les gars, il a vécu des choses. Pourtant, il a pas joué énormément. Il a été ressorti en playoff à un moment donné. On s'est demandé pourquoi. Tout rafistolé avec plein de protections partout. Mais après, tu vois, je pense que c'est le salaire à trade parce qu'au final, si ils veulent faire un move et ils doivent équilibrer avec un salaire, ben si t'avais pas les 5 millions sur Reggie Jackson, ben en fait ça aurait peut-être été sur un joueur que tu veux garder, puisqu'au final quand tu regardes la façon dont salarialement les Nuggets sont composés, en termes de salaire médian, t'as KCP et Aaron Gordon. Il y a peu de contrats Sinon intermédiaires. Jokic Supermax, Murray Max, comment il s'appelle, Porter Junior Max. Et ensuite, Porter Junior Max, celle-là. Bah, c'est le max. Ah, hein. je sais, mais c'est vraiment Nikola Jokic Super Max, Jamal Murray Max, Michael Porter Junior Max. Ah, comme quoi, hein, les petits marchés avec les petits contrats où t'as 3 joueurs au max. Hein. Mais ouais, non, mais je suis d'accord, il y a peu de contrats intermédiaires et puis peut-être apporter un petit peu de vétérans entre guillemets, mais avec la perte de Jeff Green aussi, qui avait, enfin Bruce Brown plus jamais. La perte de Jeff Green, Bruce Brown. Là, t'as Konchkar qui s'est blessé. Qui sera, je pense, disponible toute la saison, mais tu vois, il sera disponible toute la saison. Et donc, du coup, tu vas devoir compter sur Christian Brown qui semble être un intouchable désormais. Tu vas espérer Peyton Watson. Tu vas espérer aussi de Zeke Naji. Mais tous ces gars-là, en fait, c'est leur contrat. Si tu veux matcher un salaire, machin, à un moment donné, bah, tu peux pas, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est l'une des principales raisons. Je pense qu'ils pouvaient trouver un meneur backup à un prix plus raisonnable. Mais je pense que s'assurer le contrat plus garder Reggie Jackson en termes de vécu, tout ça, je pense que ça fait quand même sens puisque, encore une fois, hein, tous les joueurs ne sont pas des assets de terrain. Oui, et puis il y a le fait aussi que Denver mise pas mal sur les jeunes, entre guillemets, avec la draft l'an dernier, plus la draft cette année où ils ont récupéré pas mal de jeunesse, peut-être d'avoir un joueur un peu sur le banc qui essaye d'encadrer un petit peu ce groupe de jeunes. Alors, je sais pas si Reggie Jackson, pour encadrer les jeunes, c'est vraiment la meilleure situation,
où c'est vraiment le meilleur mentor, parce qu'on on a vu OKC que lorsqu'il était rookie, il était peut-être pas, enfin voilà, il avait peut-être du mal à gérer la concurrence avec d'autres joueurs. Mais non, en tout cas, oui, c'est sûr que tu donnes pas 5 millions à Reggie Jackson pour l'apporter, hein, ça c'est sûr. Mm. Bah, autre question du coup de ce même random, plus rigolo. Qui a envie de qui a envie de quelle ville pour une expansion à 32 équipes? Bon, en plus ça tombe bien que tu sois là, Constant, pour cette question, puisque j'imagine qu'on va encore retomber sur le fameux marronnier. Seattle, hein. Seattle. Seattle. Le fameux marronnier Seattle, Moi, voilà. j'ai toujours dit, hein, moi, je veux vraiment qu'on sépare l'histoire des Sonics et l'histoire du Thunder, qu'on se dise c'est deux franchises différentes, que les Sonics reviennent, et comme ça, t'as une rivalité toute faite en NBA. Sonic Thunder, t'as même pas besoin de la vente, t'as même pas besoin de la marketer, tu l'as déjà, la rivalité. Bon, le Thunder passerait pour les grands méchants de l'histoire, ce serait peut-être pas plus mal, ce serait pas plus mal, mais ouais, Seattle, parce que c'est quand même une franchise qui a été dépossédée de son équipe, même si enfin, c'est une ville qui a été dépossédée de son équipe, même si la ville en elle-même n'est pas exempte de tout reproche. Hein. Faut pas croire que c'est juste Clay Bennett, le grand méchant, qui a dit je délocalise. Il y a enfin, la situation était plus complexe que ça. La ville de Seattle voulait pas payer. Enfin voilà, plein de situations. Après la deuxième ville, bah, évidemment, il y a Vegas qui revient sur la table. C'est un peu d'ailleurs la seule équipe enfin la seule ville. Les deux, si on parle d'extension à 32 équipes, les deux équipes qui reviennent, c'est Seattle et Vegas. Hein. Moi, je vois pas. Si, peut-être Mexico, faire une franchise au Mexique, puisqu'il y en a une au Canada, Ouais. mais et que la NBA va jouer des matchs au Mexique en saison régulière, peut-être, mais ouais, moi, je vois vraiment que Seattle et Las Vegas. Je vois pas d'autres équipes. Je vois pas de grande ville américaine qui aurait pas son équipe de basket et qui serait potentiellement, enfin, qui aurait potentiellement des velléités d'en avoir une. Donc ouais, ça se joue entre Seattle et Parfois, Vegas. ouais, parfois il y a certaines personnes qui parlent peut-être de Ouais. Kansas, peut-être de Buffalo, ou des villes comme ça. Enfin, je pense que, enfin, après, on vous renvoie d'ailleurs sur un très bon podcast qu'on avait réalisé du coup. Je crois que c'était Ben et Madiane qui avaient réalisé ce podcast-là, pardon, sur l'addition d'une nouvelle franchise en NBA qu'on vous mettra du coup en description, où ils avaient énuméré en fait les équipes qui pourraient, les villes qui pourraient accueillir une franchise. Donc ouais, essentiellement, je pense que moi je te rejoins, hein, ce sont ceux qui reviennent le plus. Après, le petit bémol entre guillemets sur Mexico, c'est la barrière de la langue, Mm. la notion d'argent aussi, puisque c'est pas la même monnaie qui est utilisée. Donc ça, tout ça aussi, ce sont alors même si on a c'est les Capitanes, je crois que la franchise De de G-League, G-League, ouais, il y il me a semble. en Ouais. G-League, il y a une franchise à Mexico, du coup. Mais c'est vrai que pour implanter une franchise NBA, d'ailleurs, il y a un joueur je me souviens plus dans quel podcast j'avais entendu ça, mais c'était un podcast de joueurs où il y a un joueur qui avait été interviewé et qui disait que, par exemple, un truc tout bête, c'est les chaînes, le programme à la télé. Bah, tu vois, aux États-Unis, au Mexique, c'est encore différent qu'aux États-Unis, qui est encore différent qu'au Canada et tout ça. Donc, tu vois, tout ça, ça fait c'est une adaptation supplémentaire, en fait. Mm. Donc, je suis pas sûr enfin, je trouve que peut-être la barrière de la langue et le côté argent plus que le côté même sécuritaire, je pense que ça peut jouer, ça peut aller en l'encontre du coup de Mexico. Après, pourquoi pas une deuxième franchise au Canada? Pourquoi pas? Montréal, mais ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Toronto, c'est bien d'avoir enfin, c'est un peu l'équipe du Canada, quoi. C'est ça que je trouve C'est ça. intéressant. C'est Et ça. que, Ouais. déjà, comme les joueurs sont pas très friands d'aller dans le Canada, enfin, d'aller jouer dans le Canada pour les Raptors, en mettre une deuxième, je sais pas si ce serait vraiment bon. Enfin, on a vu ce qui s'est passé du côté de Vancouver où, à Toronto se dirigeait un peu vers le même destin, et puis Vince Carter est arrivé, hein, globalement, pour résumer un petit peu la situation. Mais déjà, au niveau de l'extension, enfin, tout le monde se dit que les extensions arrivent. Pour le coup, Adam Silver a Mhm. pas l'air d'être le plus enclin à faire une extension. C'est pas à l'ordre du jour. Et puis, il faut quand même dire que si jamais il y a deux nouvelles équipes qui arrivent, bah, le niveau moyen de la Mhm. NBA va diminuer. Parce que tu C'est auras ça. moins de talents enfin, les talents seront un peu plus dispatchés parce que tu auras deux nouvelles équipes, donc le niveau moyen sera moins bon. Et je pense que C'est Adam ça. Silver, il surveille de près cette situation-là. C'est peut-être un truc qui fait qu'il est un petit peu réticent.
Après, juste pour voir une draft expansion pour ceux qui n'ont jamais vu de draft expansion, franchement, c'est Ouais, c'est ça c'est serait excellent. cool. Quand tu as 8 ou 9 joueurs à valider, enfin à sécuriser, et que le reste est disponible pour être drafté, je trouve que ça dit beaucoup de choses de comment les équipes évaluent leurs joueurs par rapport à d'autres. Vraiment, les drafts expansion, quand c'est arrivé fin des années 80, début des années 90, ça a donné quand même de très grands moments. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que ça pourrait être très bien. Mais effectivement, je pense Mhm. qu'on est encore relativement loin d'une NBA à 32 équipes. Ouais, ouais. Surtout que pour qu'il y ait deux équipes qui arrivent, il faut que, voilà, ça va agrandir, ça va, si tu veux, le gâteau va s'agrandir d'un coup, Mm. puisqu'il y aura l'argent qui va être injecté par rapport à l'arrivée des franchises qui va être envoyé aux propriétaires. Mais en fait, après le gâteau, il va falloir se le partager à Mm. 32. Donc, Ouais, puis donc il y a une c'est ça, question quoi. aussi de si tu ajoutes deux équipes, il faut redessiner les conférences, il faut redessiner Aussi, les le divisions, calendrier, le les calendrier. divisions. Donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, si tu es dans une NBA à 16 équipes par conférence, bah, au niveau des divisions, ça marche plus. Donc, il faudrait refaire Mm. un système où tu fais deux divisions de 8, peut-être. Enfin, Exact, exact. ça crée tout un tas de problématiques, juste, enfin, qu'on n'imagine pas en se disant, faut rajouter deux équipes NBA, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, en tout cas, la NBA a le temps de voir venir. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui revient euh, plusieurs fois. Mm. Hein. Sur les dernières années, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. À chaque fois, Adam Silver, il avait des questions là-dessus. Donc, lui, il disait que bon, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais que c'est pas quelque chose qui était Mm. imminent. Donc, du coup, on verra. Mais c'est vrai que la NBA à 30, au final, c'est peut-être, allez, peut-être que dans les 10 prochaines années, il y aura plus d'NBA à 30. Non, dans les 10 prochaines années, je pense pas. Je pense que au prochain CBA, il y aura peut-être une NBA à 32, mais tant que enfin, avec le nouveau CBA qui a été ratifié, pour moi, de ne pas avoir inclus les équipes à 32 dans le nouveau CBA me fait dire que tant que celui-là sera actif, la NBA sera à 30 équipes. D'ailleurs, le prochain CBA, qui sera le prochain CBA où les Phoenix Suns auront des pics de draft disponibles à transférer. Ils sont non plus sur ce CBA là. Restons d'ailleurs sur le CBA avec une question d'Alingua du coup qu'on salue, qui est de la team Hit Me Up et aussi du podcast Inside the Hoop qu'on vous invite aussi à écouter. Euh, quel est l'impact quel est l'impact du nouveau CBA sur les équipes aujourd'hui? Je pense qu'on l'a déjà vu, hein. Le premier impact du Ouais. CBA, c'est le trade de John Collins à Utah. De ouf. C'est le premier move. Là, on s'est dit, tiens, ça, c'est le nouveau CBA, ça, on a remarqué. Ouais. Je pense que c'est ça, hein, vraiment. Alors après, je pense que le premier impact, le plus gros impact du CBA sera l'été prochain avec des règles encore plus punitives avec les nouvelles règles qui vont arriver l'été prochain. Après, ouais, effectivement, je pense que les premiers effets du CBA, c'est des moves financiers. Alors après, Ouais. tout au long de la saison, je pense que les 65 matchs, on va bien les voir, à mon avis. Ouais, je te Je jure. pense qu'on va bien voir les effets des 65 matchs sur enfin, le nouveau CBA avec les 65 matchs. On va bien voir ça durant la saison régulière. Mais ouais, les moves un peu plus financiers, le fait que t'aies plus aucune équipe qui a du cap space là cet été, ils sont tous aux alentours des 90% pour avoir la répartition des revenus. Donc ouais, pour l'instant, c'est plus d'ordre financier que réellement d'ordre sportif les impacts qu'ont eu le nouveau CBA. Mais effectivement, cette notion de dumper le salaire, parce que le nouveau CBA fait que si jamais tu commences à te rapprocher de la taxe ou de la première apron, c'est punitif. Mm. Ben, un peu comme toi, tu vois, moi je pense que vraiment, comme tu disais, le trade de John Collins, en fait, la nécessité entre guillemets, d'être à 90% du salary cap avant le premier jour de saison Ouais. régulière. Ça, c'est vraiment quelque chose où, au niveau des salary dump, pour les équipes qui avaient du cap space, se sont précipitées pour, voilà, nous on récupère John Collins, merci, ok, on remonte au niveau, on se rapproche du salary floor. On a, OKC qui a fait ses moves pour ingérer des contrats aussi rapidement et pour pouvoir utiliser ensuite comment ça s'appelle, la room exception. Mmh. D'ailleurs, room exception, on va peut-être en parler puisque ça aussi ça a changé, puisque la room exception, le montant, non seulement le montant s'est agrandi, mais aussi tu peux signer sur 3 ans, alors qu'avant c'était 2 saisons Ouais. maximum.
Au final, si il y avait pas la room, peut-être que Milicic n'aurait pas pu venir au Thunder. Du moins, l'offre qui lui aurait été proposée ne matcherait pas lui ce qu'il attendait. Et au final, il serait peut-être encore resté en attendant. Tu vois. Il y a ça, il y a peut-être la règle sur les two-way contracts. On voit que les équipes abusent de temps en temps des two-way contracts en gardant des roster spots ouverts. Par exemple, les équipes qui sont haut dans la luxury tax, qui laissent des roster spots ouverts et qui utilisent des two-way pour encaisser les minutes. Anthony Lamb. Anthony Lamb, bien sûr. S'il nous entend. S'il nous entend. Ça, cette règle-là qui a 3 two-way, mais attention, il y aura une limite de jours pour l'utilisation des two-way quand tu n'auras que 13 ou 14 roster spots. Ou du moins, après, tu auras le décompte qui sera fini, tu auras l'obligation de signer un joueur, sinon tu pourras plus utiliser tes joueurs. Donc, tout ça, ce sont des règles qui vont, on voit déjà l'impact, hein. On voit, je trouve, déjà l'impact, mais c'est vrai que le plus gros impact, ça reste, le salary floor. Tu vois, quand tu vois la stratégie de Houston, quand tu vois par exemple ce qu'a pu faire Détroit aussi, San Antonio. tu vois, ça va éviter les signatures de Gabriel Deck à la dernière tout à fait la dernière semaine de saison régulière, le mec qui prend 3-4 millions pour 2 semaines. Tout à fait. Donc voilà pour les principales règles qu'on peut voir déjà. Après, encore une fois, la règle la plus sous-estimée pour moi, hein, c'est les 65 matchs. Parce que les 65 matchs, on va s'en rendre compte qu'on va avoir des joueurs qui vont devenir All-NBA. C'est ça, quand tu vas voir des joueurs All-NBA et après qui vont être éligibles au Supermax parce qu'ils ont joué 65 matchs alors que, tu vois, à leur position, ils sont peut-être en fin de top 10. Là, ça va commencer à faire grincer des dents. Et puis, je pense, autre règle qui joue, c'est, tu vois, la 5e année possible pour les extensions rookies sans que les joueurs soient designated. Au final, par exemple, pour Desmond Bane, on pensait que c'était designated. Non, c'est juste, entre guillemets, c'est un contrat de 5 ans au même montant que serait un joueur designated si il ne rentre pas dans les critères d'éligibilité pour la Rose Rule, du coup. C'est pour ça que lui, son montant annoncé est le montant maximum, donc le montant fixe. Et comme Tyrese Haliburton et Anthony Edwards, le montant annoncé est le montant avec du coup la Rose Rule, qui est un montant supérieur. Même si au final, si aucun de ces joueurs-là n'est All-NBA, ils auront exactement le même montant, même s'ils ont des contrats différents. Mais on n'a pas encore vu, à moins que je me trompe, on n'a pas encore vu de contrat sur les joueurs qui n'étaient pas designated de 5 ans. Donc, ça s'est pas encore mis en place. Quand on l'aura. Desmond Bane. Desmond Bane qui est pas un contrat designated. Ouais, c'est vrai que c'est pas. C'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est le premier. Mais peut-être. Disons que sur des montants moins élevés que ceux de Desmond Bane, tu vois. Par exemple, disons que plus un exemple que j'avais en tête, si Quickley ou McDaniels, qui sont vraiment pour moi les deux joueurs à surveiller de l'année 4 sur les extensions, si eux prolongeaient, tu vois, pour 5 ans, en étant à, je sais pas, 120, 115 millions de dollars ou 100 millions de dollars. Ouais. S'ils sont, je sais pas moi, 18% du cap, par exemple, ils sont 18% du cap sur 5 ans, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est quelque chose à surveiller, ça, effectivement. Mais en tout cas, on voit déjà les impacts. On enchaîne toujours. Une autre question, du coup, de Hal. Les Clippers, t'as parlé, on a parlé des impacts du CBA, notamment par rapport à la seconde apron, où les Clippers se sont. Comment vont faire les Clippers pour se saboter? On sait que c'est une question qui te tient à cœur, Constant. Oh y a pas besoin de se saboter, faut juste regarder déjà la manière dont le calendrier a été effectué pour les Clippers. C'est que les Clippers sont l'équipe qui joue le plus d'occurrences de 3 matchs en 4 jours. Ce sont eux qui vont faire le plus de kilométrage, loin devant le deuxième. Hein. Ils font 5000 kilomètres de plus que le deuxième sur toute la saison régulière. Voilà, je trouve que je vois les fans des Clippers qui se plaignent sur le calendrier. Quand vous commencez par Blazers, Spurs, Magic et j'ai oublié la 4e occurrence. Je crois que c'est le Jazz. Vous n'allez peut-être pas vous plaindre parce que vous avez quand même un début de saison qui est plus simple. Mais effectivement, la problématique des Clippers, c'est que c'est la dernière année où ils seront locataires du Staples Center ou de la Crypto Arena si jamais voilà. Mais la crypte. Et ils passent derrière les Lakers, ils passent derrière les Kings, qui est la franchise NHL de Los Angeles. Donc du coup, au niveau des calendriers,
bah, ils se retrouvent pénalisés et l'été prochain, avec leur nouvelle salle, il y aura plus cette problématique-là. Et je pense que Steve Ballmer, il est en train d'appeler les chefs de chantier en disant: «Finissez-moi je veux que la salle, elle soit prête pour l'an prochain. Je m'en fiche et il faut qu'elle soit prête». Mais effectivement, les Clippers, comment ils vont? Bah, déjà, ouais, les 3 matchs en 4 jours pour un effectif qui est vieux en plus, qui est fatigué. Ouais, oui, Ils ont 15 back-to-back. Alors, c'est pas ceux qui ont le plus, ils sont ils font partie des équipes qui ont le plus de back-to-back, mais c'est pas, comme l'an dernier où je crois qu'ils étaient parmi les seuls à avoir le plus de back-to-back. Là, il y a eu à peu près 7 ou 8 équipes qui ont 15 back-to-back cette année. Donc ouais, au niveau du calendrier, ça n'a pas été simple. Après, effectif vieux, les blessures, on va voir déjà ce que va donner le roster. Vont-ils réussir à faire venir le vendeur de vin du côté de Philadelphie? Ça, on ne sait pas. Mais on ne sait pas comment ça va passer. Mais se saborder, quelle notion se saborder? Jusqu'où va le sabordage? Pas de playoff comme il y a voilà, 2 c'est ça. ans, pas d'avantage du terrain comme l'an dernier, je sais pas. Je pense que les Clippers, il y a pas mal d'incertitudes sur eux. Quel niveau pour Kawhi Leonard? Quel temps de jeu, enfin, quel nombre de matchs joués pour Paul George? Disons qu'il y a toujours le facteur blessure, mais le fait que, avec l'enchaînement des matchs et le kilométrage, ça peut les influencer aussi au niveau des blessures. Ouais, ouais. C'est exactement moi ce que j'allais te dire, c'est vraiment la santé encore une fois, hein. Parce que moi, je suis pas forcément d'accord. Enfin, c'est pas forcément. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent que le load management ça ne marche pas, puisqu'au final le load management ça a marché avec Kawhi, c'est juste qu'il s'est pété. En fait, le truc c'est que si peut-être qu'ils avaient pas fait le load management, ce serait pété en saison Mm, régulière en mm, fait. mm. C'est juste ça en fait. Et ça a eu l'effet escompté puisque on a eu le Kawhi au pic de sa forme au moment où ça comptait. C'est juste que ça a pas duré, quoi. Mm. Donc pour moi ça fonctionne. Après c'est pas quelque chose de viable pour l'effectif, pour Ty Lue. Ty Lue, il en parle souvent dans le fait que voilà. Enfin, ils ont besoin, c'est une équipe qui, aujourd'hui, a quand même besoin de faire une régulière solide parce que c'est une équipe qui veut pas non plus à chaque fois arriver underdog en Mm. playoff. Donc, voilà, moi, cette saison, je pense que voilà, ce sera des problématiques de blessures et je pense que le côté James Harden peut aussi les s'aborder dans le sens où si ça dure trop longtemps, il peut se passer des choses peut-être bizarres dans le vestiaire ou voilà, si tu es dans un effectif et tu sens que tout le monde ne tire pas dans le même sens, tu as la sensation que tu peux être transféré pour Harden à n'importe quel moment, bah peut-être que tu vas pas te donner à 100% et tu vas pas être voilà, c'est difficile de s'investir totalement dans le projet d'une équipe quand tu sais que tu es potentiellement le odd man out, quoi. Ouais, un peu ce qui s'était passé aux Lakers après le trade avorté de Chris Paul, avec notamment Lamar Ouais, Odom qui était plus du tout dedans, etc., etc. Mais ouais, les Clippers, on en parlera peut-être au moment des previews, mais je trouve que les Clippers, ils ouais, sont encore plus que l'an dernier, ils sont vraiment là, tu commences à arriver dans les dernières opportunités. Vraiment, c'est la toute fin de cycle. Et en plus, il y a des questions contractuelles qui vont arriver cette année, puisque oui, Kawhi et Paul George ont une player option l'été prochain, oui, c'est ça. donc peuvent potentiellement se retrouver free agent ou activer leur player Ouais. option, S'il ne prolonge voilà, pas, ouais. s'ils prolongent pas. S'il ne prolonge pas, ils sont éligibles. Kawhi est déjà Oui, éligible à une prolongation. Paul George va pas tarder à l'être dans quelques oui, jours. Pour l'instant, on n'a rien, il y a rien qui est sorti là-dessus. Mais bon, sait-on jamais. Pour l'instant, les deux joueurs semblent se diriger vers la free agency, en tout cas l'année prochaine. Mais bon, les deux ont déjà re-signé, ont re-signé déjà une première mm, fois. Enfin, enfin, il y a eu déjà un commitment. C'est eux qui ont choisi d'être là aussi, tout hein. à fait. Là, c'est différent, hein. C'est pas, voilà, ils ont choisi la solution, enfin, la solution. Ils ont choisi d'être à Los Angeles et de jouer pour les Clippers tous les Mm, deux. Donc c'est pas un cas où voilà ils ont été transférés quelque part contre leur gré et c'est pas un cas à la Donovan Mitchell, tout quoi. à fait. Ouais. Et encore Voilà. Donovan Mitchell, Donc ouais, a-t-il réellement été transféré contre son gré? Non, mais effectivement, ça oui, n'était peut-être pas sa première destination et c'était pas sa destination, ça aura voilà. peut-être des répercussions plus tard pour les Cavs. Mais effectivement, et du côté de Steve Ballmer, je pense que de par la nouvelle salle, il y a la volonté de dire: «Je fais ma nouvelle salle avec Kawhi et Paul George en tête d'affiche, pas avec Terrence Mann Ouais. et Robert Covington». Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Bah, du coup, on enchaîne encore avec une autre question de Al. Croyez-vous en l'importance du calendrier difficile en début de saison? Tu as parlé de calendrier tout à l'heure. Est-ce que tu y crois ça, l'importance du calendrier difficile en début de saison?
Je pense que ça dépend jusqu'où s'arrête la notion de début de saison. C'est quoi? C'est les 25 premiers matchs, c'est les 15 premiers matchs, c'est les 10 Ouais. premiers matchs. Je pense qu'il y a des équipes qui vont être des comment il disait ça, Keith Smith? C'est buy soon, sell later ou enfin des équipes qui Ah, oui. la Tu vas te décider très tôt. En fait, c'est comment dire. Soit tu comment dire. Tu vas acheter tôt ou pas. Dans le sens où est-ce que tu peux identifier l'équipe, par exemple, est-ce que tu peux identifier l'équipe très vite ou est-ce que tu devras attendre une cinquantaine de matchs pour voir à qui tu as affaire Ouais, concrètement. c'est ça. Et puis, il y a des équipes, quand on voit le calendrier, alors le calendrier en août, c'est très théorique parce que ça dépend des blessures, ça dépend du niveau de jeu, etc. Tu vois une équipe comme les Wolves, par exemple, qui ont jusqu'au All-Star Break un des calendriers les plus favorables et sur la seconde partie de break vont avoir un calendrier beaucoup plus complexe. Il y a des équipes, oui. Enfin, ça dépend aussi, est-ce que le groupe est nouveau, est-ce que le groupe se connaît, ça dépend vraiment de ce cas de figure-là. Les calendriers difficiles, pour moi, tu as des divisions difficiles, plus que des calendriers. Et du coup, le fait d'avoir une division difficile rend ton calendrier un peu plus complexe. Parce que la Pacifique, c'est quand même la division qui est la plus relevée de NBA, avec les Warriors, avec les Lakers, les Clippers, les Suns, les Kings. Tu as 5 équipes qui étaient en playoff l'an dernier d'ailleurs. Et Ouais. qui peuvent potentiellement retourner en playoff cette année. Donc, quand tu joues 4 fois 4 équipes qui ont été en playoff l'an dernier, c'est différent que la division du Heat avec les Wizards, avec les Hornets, avec le Magic, enfin voilà, sans taper sur cette division-là. Et Atlanta. Et Atlanta, tout à fait. C'est vraiment une division, c'est voilà. Comme quoi, La Southwest. la Southwest, Baby. comme quoi, tu vois, tu parlais du fait que pour meilleur bilan et meilleure équipe, effectivement, les calendriers sont pas les mêmes. Mais sur cette notion de début de saison difficile, non, pour moi, t'as un premier élément de réponse sur ta saison au bout de 25 matchs, et je pense que sur 25 matchs, le calendrier est suffisamment bien fait pour avoir des moments durs et des moments un peu plus relax. Je trouve que on peut pas, si une équipe sous-performe après 25 matchs, on peut pas imputer ça au calendrier. Alors peut-être sur les 10 premiers, on peut dire eux ils ont un calendrier difficile, mais pour moi tu fais un premier point. Le début de saison, il s'arrête aux alentours de la vingtaine, 25 matchs, et le calendrier est trop bien fait, hormis pour les Clippers. Le calendrier est suffisamment bien fait pour avoir des temps forts et des temps un peu plus faibles au niveau de l'affrontement et des concurrents que tu vas jouer. Ben, moi, tu vois, ce que je dirais, c'est plutôt par rapport. Pour moi, ce qui rend vraiment, j'y crois pas tellement pour les adversaires, mais j'y crois plus pour la fréquence de match, en fait. Parce que c'est la période d'entame, en fonction de comment tu fais ta préparation, où tu es arrivé, c'est quoi tes objectifs. Ben, par exemple, si ton objectif, c'est d'être présent en playoff et de jouer les playoffs ou de jouer une longue saison, ben tu vas en rentrer. On va dire que tu vas pas commencer à fond les ballons directement en début de saison, au début de saison. Donc au final, t'as les Américains, ils aiment utiliser cette expression pour certains joueurs, get his way into shape. C'est-à-dire que tu te mets en forme, en rodage entre guillemets. Enfin, tu te remets en forme durant les 20 premiers matchs de la saison régulière. Et en fait, c'est pour ça que la notion de calendrier difficile, pour moi, j'y crois pas parce que les équipes que théoriquement tu affrontes, ben sont jamais forcément les équipes réelles, quoi, parce que tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des équipes qui sont pas concernées, tu peux avoir des équipes qui sortent d'un back-to-back. Donc peut-être que l'équipe que tu as sur le papier, ok, ça peut être un affrontement difficile, mais peut-être qu'au final, l'équipe difficile que tu dois jouer, ben pour elle c'est une défaite de Ouais. calendrier en fait. Peut-être qu'ils ont enchaîné trois matchs en 5 jours, ils doivent prendre l'avion le soir pour jouer chez toi. C'est une défaite de Ouais. calendrier, tu vois. Donc, ce qui peut être un match difficile sur le papier, au final, ça ne l'est pas par rapport au contexte. Ouais. Et c'est de la même façon que, tu vois, après le All-Star Break, ben, c'est difficile, en fait, d'avoir des notions de calendrier difficile aussi et de force de calendrier, tout simplement parce que t'as le nom des équipes, mais t'as pas les joueurs qui jouent. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un point qui est sous-estimé aussi et qui a été pas mal souligné, c'est Hardwood Paroxysms qui a pas mal tweeté dessus. C'est est-ce Ouais. que tu as plus de jours de repos que ton adversaire au moment où tu affrontes le Oui, match? Le fameux rest oui, advantage.
Et Rest Et advantage. par Ouais. contre, je pense que ça, c'est un truc au-delà du nom de l'effectif sur le papier ou du nom de l'équipe que tu vas affronter. Ça, c'est un point qu'il faut pas négliger. Et là, par contre, il y a des vraies disparités cette saison. Il y a une équipe comme Ouais. Boston et Denver sont les équipes qui ont parmi le plus d'avantages au niveau des rest advantage sur les équipes qui vont affronter. Là où il y a des équipes, les Rockets, je crois, ils ont 5 rest advantage sur la saison. 5. Sur la saison, ouais. 5. Ouais. Il y a 82 matchs, hein. 5. Hein. Alors Mm, que il me semble que Denver et Boston, on est à 17-18, il y a 13 matchs d'écart. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc vraiment, les Rockets ont été pas. Le calendrier des Rockets globalement est une infamie. Il faut qu'ils débutent très bien, mais parce qu'ils ont beaucoup de matchs à domicile, mais ensuite c'est compliqué. Mais ouais, la notion de rest advantage est peut-être une notion qu'il faut pas sous-estimer, peut-être même plus que le nom de l'équipe que t'affrontes. Ouais, clairement. Donc voilà pour cette question sur le calendrier. On va remonter tranquillement sur les questions qui nous ont fait un peu nous gratter la tête. Alors, les questions sur les rosters. Donc, on a une toujours de Hal et une autre de à la douchette. On a la première. Qui est le pire starter, toute franchise réunie? Ah, on peut faire la réponse de Normand, on se mouille pas en disant on connaît pas encore les starting five. Voilà. Ça dépend. Oui, ça dépend en vrai, théoriquement, on peut partir sur à peu près deux archétypes. Le premier, c'est le jeune ball handler qui a toute la responsabilité d'une attaque sur son dos, ou du moins le jeune scoreur qui va avoir énormément de munitions et qui va pour la première fois être confronté à la défense NBA. Et sinon, l'autre archétype, ce serait par exemple le jeune intérieur bondissant qui fait du catch and finish et qui va se retrouver à devoir gérer à ancrer une défense NBA, quoi. Tu vois, par exemple, alors on n'a pas encore les starting five, mais si par exemple Derek Lively venait à débuter en tant que pivot pour Dallas, je pense que ça rentrait vraiment dans le moule. C'est un bon prospect. C'est un prospect qui a été drafté haut, mais avec toutes les responsabilités qui incombent défensivement sur ce poste-là. On l'a vu, tu vois, en Summer League, il était moyen. Il a pas été, en tout cas, il a pas été à son avantage. Donc là, par exemple, pour jouer NBA, peut-être que ça peut être lui. Mais après, cette question-là, ça change vite fait quand tu arrives après mars. Ah Hein. ouais, ah oui. Ah, je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais non, mais après, bah, moi, j'ai pas envie de taper sur les rookies en disant c'est le pire starter. Enfin, je trouve que faut peut-être. Et puis ça dépend aussi encore une fois, de la notion starter. C'est quoi? C'est un mec qui est titulaire une fois. À partir de combien de Ouais. matchs je considère que tu es vraiment un starter? Oui. Sinon, ouais, je sais pas moi. Un vraiment que j'ai en tête où c'est dur. C'est dommage de le dire, mais c'est Kylian Hayes, quoi. C'est vraiment, c'est très compliqué. Après, il va pas starter l'an Non, prochain, non, quoi. mais Il va pas starter. tu vois, on se posait la question des titulaires de l'an dernier. Du coup, si la question c'est quel est le pire starter l'an dernier, Kylian Hayes, c'était très difficile. Javal McGee, c'était vraiment une infamie. Ouais. Mais voilà, on est dans ce registre-là où effectivement, t'es beaucoup sur la notion de meneur ou de pivot, quoi. Je rejoins ce que t'as dit, t'es beaucoup sur potentiellement ce type de profil-là. Et j'ai même plus envie de dire sur des ball handlers que réellement sur des intérieurs. Bah oui, c'est la surresponsabilisation à des postes à des postes qui sont hyper importants en fait, où voilà, quand tu n'es pas assez bon, ça se voit directement, Mm. quoi. Ça se voit directement. Donc ça va être. Après, encore une fois, on n'a pas les starting five, donc on peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais c'est vrai que ces archétypes-là, je pense que c'est eux qui vont revenir le revenir le plus, quoi. Après la raquette, Surtout au niveau des Marvin Bagley, James Wiseman, c'est voilà. Ah, ça vaut. On va pas, Bon, on va après, pas on sait parler des pas. Pistons. Là encore, on sait pas. Hein. Mais Là encore, on sait pas. non, Hein. mais Si ça se trouve, ce sera Duren, ce sera pas oh, c'est sûr, Wiseman, ce tu sera vois. Duren. Mais effectivement, bon, enfin, si on veut chercher le pire titulaire, l'an dernier en tout cas, je pense qu'il faut gratter du côté des Pistons ou du côté des Blazers à partir de la mi-mars, parce que là, il y avait des trucs qui étaient quand même assez savoureux. C'est ça. Bah, toujours dans toujours dans le même mode, le même moule, entre guillemets. Quelle est actuellement la franchise avec le roster le plus faible? Les Pistons. Hein. Ça aussi, c'est compliqué. Les Pistons, je suis désolé, hein, mais les Pistons. Hein.
C'est compliqué. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu penses de Cade, tu vois. Puisque Et encore. l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué. Si, par exemple, les minutes disons les minutes jouées par Kylian Hayes, jouées par Corey Joseph, D'accord, Joseph, il est au Warriors, je crois. oui, oui, les Ah oui, minutes qui pardon. étaient jouées par Excuse-moi. lui, qui étaient jouées par eux l'an dernier, si ces minutes-là, par exemple, sont remplacées par des minutes de Kate Cunningham, de Monte Morris, c'est pas la même Ah, chose, tu vois. c'est sûr. Mais, C'est pas la même mais je chose. pense quand même qu'il y a un déficit de défense à l'intérieur, même si Jalen Duren a montré de belles choses. Il y a quand même un déficit de spacing, même si tu as fait venir Joe Harris et Monte Morris dans une certaine mesure qui apporte peut-être un petit peu de qualité de tir. Je trouve que l'effectif, en fait, même si tu crois en Kate Cunningham, quel serait le deuxième effectif dans ce cas-là le plus faible? Peut-être ouais, ok, les Hornets? Ouais, encore là, hein. Les Spurs, peut-être. Ah non, les Spurs, c'est vrai Les que les Spurs. Non, les Spurs. les C'est Spurs, vrai que les Spurs, j'avais omis les Spurs alors que l'an dernier je leur avais tapé dessus. Mais ouais, les Spurs, mais encore les Spurs, bon déjà il y a le facteur Victor, mais c'est moins pire que l'an dernier. Enfin ils ont fait venir Cameron Payne. Alors toute raison gardée sur Cameron Payne, mais qui est un joueur qui est honnête. Ah, mais je pense oui effectivement ça peut jouer entre les Spurs et les Pistons. Et même dans la construction de roster des Spurs. Je trouve que ça fait avec il y a déjà plus de voilà, choses. avec Sohan, avec Vassell, avec Keldon Johnson, t'as déjà quand même 2-3 trucs intéressants, sans même évoquer Victor. Je trouve ouais, ça se joue entre ces deux rosters-là, mais après on est sur des équipes en construction aussi. Mm. Après, ça va aussi dépendre des bancs, hein, puisque c'est toujours la même chose. Hein. Des fois, on voit les starting five se dire, ah, le starting five, il peut tenir. Mais ensuite, quand tu vois le banc, il tient pas du tout. Et c'est aussi là où se fait la différence, en fait. Quand tu as un starting five qui peut à peu près tenir la route, mais que tu as un banc qui est très mauvais, ou du moins il y a très peu de joueurs compétents sur le banc, c'est là aussi que tu peux te retrouver vite plombé, et notamment aussi en cas de blessure, en Mm. fait. Parce que, encore une fois, hein, quand dans ton 5 majeur, t'as un joueur qui est entre guillemets moyen, ça veut dire que globalement sur le banc, celui qui le remplace est moins bon. Mais là, celui qui le remplace derrière, il est encore moins bon, quoi. C'est un joueur qui peut-être potentiellement n'a pas le niveau NBA. Donc, je pense que ouais, ça se joue entre les deux. Je dirais peut-être plus les Spurs dans la globalité de l'effectif, même si je trouve que le 5 majeur fait beaucoup plus Mm, mm. sens. Après sur la notion de banc, alors je me trompe peut-être, mais quand tu me dis sur 5 majeurs honnêtes, banc horrible, je sais pas pourquoi, je pense aux Bulls. Vraiment, je pense aux Bulls. Ouais, après, ils ont quand même fait des efforts, tu vois. Ils ont quand même re-signé Dosunmu. Ils ont ramené Javon Carter un peu pour rejouer le rôle un peu de Lonzo Ball et tout ça. Donc, il y a quand même un petit quelque chose, tu vois. Il y a quand même un petit quelque chose, mais effectivement, c'est vrai que Ah, mais ils ont quand même, ils gardent quand même, tu vois. Ils ont Lavigne, ils ont oui. quand même des Tu- Rosanne, tu- ils ont Caruso. Donc, tu vois, c'est pas le pire Non, mais effectif, tu vois. sur cette notion de 5 majeurs, je dis pas que c'était le pire roster, mais sur cette notion de banc qui est capable d'être équivalent aux 5 majeurs adverses, voire même d'être Ouais, un poil ouais. meilleur, mais par contre où le banc derrière ça suit pas, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux Bulls où je me disais quel est le backup de Vucevic en fait. Et là j'ai pas, alors Mm. c'est peut-être parce que je suis fatigué, mais j'ai pas en tête quel est le backup de Vucevic, qui sera le backup de Vucevic l'an prochain. Je sais même pas. Là j'ai un Et- trou. ouais. Donc voilà. Peut-être pas tout le monde qui feront jouer en 5 écoutes, je sais Ouais, pas. Franchement, bah, sur effectivement. cette notion de banc, du coup, je sais pas pourquoi je pense aux Bulls. Et parce que les Bulls, ça me fait aussi penser à ce qu'ont pu être le Thunder sous Billy Donovan, la 2017-2018, où ça illustre parfaitement ce que tu disais avec une équipe. Ah, mais c'est Drummond. C'est Ouais, bah, Drummond, le backup. il est encore là, Drummond. Tu vois, je savais même plus. Enfin, Ouais, il est encore là, tu vois, Drummond, hein. quand on dit il est encore là, André Drummond, c'est que voilà, c'est difficile. Mais sur cette notion, effectivement, OKC 2017-2018, t'avais un 5 majeur qui était bon. Mais par contre, le banc derrière, il y avait personne, quoi. Donc, ouais, donc c'est un peu sur ce. Ah si, ils ont fait venir Torrey Craig. Excusez-moi, non. J'étais un peu dur avec avec le banc des Bulls. Et Adrien, tu m'excuseras. Peut-être que le banc des Bulls tabassera le banc du Thunder, puisque c'est le Bulls Thunder, c'est l'opening night pour les deux équipes. Mais bon, non, j'étais un peu dur sur les Bulls, mais effectivement, cette notion de 5 majeurs supérieurs, mais le banc ne suit pas, pour l'avoir connu au OKC, ça peut être très pénalisant, surtout si tu as des joueurs qui sont pas les plus en santé
ou qui enchaîne pas le plus de matchs en régulier. Clairement. Bah, on va arriver du coup sur la fin de cette FAQ, mais il nous reste encore quelques questions qu'on va faire, hein, qu'on va enchaîner. Ben est vraiment très On a content du du coup, timer, je pense. Ah oui, il a dit c'est l'été sur les vacances, machin. Allez, là, on donne du contenu. Là, on prend le risque de se faire taper sur les doigts et on donne du contenu aux auditeurs. Donc, si vous nous revoyez pas, voilà, c'est quoi, voilà, Ben n'était pas content et il nous a expédié quelque part en Vous nous reverrez pour les épisodes du DH20 qui ont déjà été enregistrés, mais vous nous reverrez plus après, par contre. C'est ça. Donc, on va terminer du coup sur les questions de Quentin, du coup de QI Basket et de Hit Me Up, du coup qu'on salue. Est-ce qu'il y a un rookie hors scout ou MB ou drafté par votre franchise que vous allez particulièrement suivre cette saison? Je te laisse commencer d'ailleurs. Je suis un peu biaisé moi par cette question parce que les rookies, enfin les jeunes, je suis beaucoup, mais je crois que j'en avais déjà parlé avec Quentin en plus quand il essayait de voir quels joueurs suivre. Je pense qu'il y en a deux, c'est Ozar Thompson. Je suis très curieux de voir ce que va donner Ozar Thompson justement dans cet effectif des Pistons. Et il y en a un, pourtant je suis pas très fan du profil et je sais pas quel sera son temps de jeu. Je suis très curieux de voir l'utilisation de Keyonte George au Jazz. Lui qui avait été très bon sur la Summer League avant de se faire la cheville. C'est pas le profil que je valorise le plus, mais peut-être un joueur qui peut être une bonne surprise dans cette équipe du Jazz, qui peut elle-même être une bonne surprise en soi. Moi, c'est un peu pareil. Moi, j'avais Jarras Walker pour le voir un peu avec comment il s'appelle, avec Ali Burton et tout ça, voir comment ça va on va dire s'imbriquer, parce que je pense qu'il sera un peu en concurrence avec Obi Toppin pour starter. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Après pour le côté Frenchie, pour voir par exemple Koulibaly, voir ce qu'il peut donner, puisque là il sera dans une équipe où il y aura aussi Jordan Poole, il y aura aussi Tyus Jones, il y aura aussi Delon Wright, donc pas mal de joueurs que j'aime bien, donc je pense que je vais profiter pour le regarder aussi. Non, mais globalement tous les rookies de la loterie, je vais suivre. Après, au niveau des joueurs qui ont été draftés plus bas, j'ai très envie de voir ce que va donner Ben Sheppard du côté des Pacers. Bon, déjà, je vais regarder les Pacers parce que Ali Burton. Tu as regardé les Pacers, tout le monde va regarder les Pacers, je pense. Ouais, bien sûr. Mais Ben Sheppard, qui est un profil que j'aime vraiment beaucoup. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner dans un espèce de système run and gun sous Rick Carlisle avec un meneur de jeu et un créateur comme Ali Burton. Ouais. Voilà pour la draft. On enchaîne, vu que c'est quelqu'un qui est très intéressé par les jeunes joueurs, Quentin visiblement, qui nous pose du coup l'autre question. Quel joueur qui arrive en 3e année attendez-vous le plus cette saison? Donc 3e année, je rappelle, c'est la draft de Kate Cunningham. De Josh Giddey surtout. Non mais j'en ai parlé un peu juste avant. Je pense que c'est Jalen Green où je vais le plus surveiller parce que t'es vraiment dans la saison charnière où pour l'instant tous les chemins sont encore possibles pour Jalen Green. S'il fait une nouvelle saison où il sous-performe, où il est pas en réussite sur son tir, là tu commences pour moi à avoir certaines portes qui peuvent potentiellement se fermer sur son rôle en NBA et sur son niveau en NBA. Là pour l'instant, ça peut être encore pas Bradley Beal, mais ça peut encore être un joueur All-Star comme ça peut encore être Jordan Clarkson, c'est-à-dire un joueur de banc. Si cette année il est encore pas très bon, bah tu vas peut-être plus se diriger dans ce rôle de pyromane en sortie de banc que vraiment un high-level starter en NBA. Donc, je suis très curieux de voir ce que va donner Jalen Green, surtout qu'il y a l'arrivée d'Ime Udoka, il y a quand même Fred VanVleet qui est un playmaker meilleur que Kevin Porter Jr. En même temps, c'est pas difficile, mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Après, Kate Cunningham, j'attends, mais Josh Giddey, je vais attendre de voir s'il va plus sur la ligne des lancers. Et effectivement, Jalen Green, je pense que c'est de la QV 2021, c'est peut-être celui qui a le plus, enfin des joueurs qui ont été draftés très haut, c'est peut-être celui qui a le plus à jouer cette saison. Ah, tu vois, celui qui a le plus à jouer, moi j'aurais dit peut-être Jalen Suggs. Ah mais c'était déjà pas bon. Peut se retrouver en projet. C'était déjà pas bon. En fait, Jalen Green, je vois les flashs, donc je me dis, je peux avoir confiance. Jalen Suggs, c'est très compliqué par contre. Ouais. Bah, tu vois, moi par exemple, il
il y a deux joueurs. Alors c'est pas des joueurs au drafté. Moi, le premier c'est Jalen Johnson. En fait, puisqu'il y a la libération du spot du coup à Atlanta et du coup John Collins n'est plus là. Et en fait, Jalen Johnson, il apporte sur toute la partie peut-être création short roll que n'avait pas John Ouais. Collins. Alors oui, il a pas le tir, il y a la limitation au niveau du tir, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourra se battre sur cette place-là, surtout. Enfin, après on sait pas hein, ce qui peut se passer puisqu'on sait que les Hawks sont sur le dossier Pascal Siakam. Ils pensent aussi peut-être faire jouer DeAndre Hunter, mais je pense que voilà, c'est un joueur qui peut avoir sa chance, ou du moins il y a du temps de jeu qui va être libéré pour qu'il joue à ce poste-là. Surtout que comment il s'appelle, Clint Capella et Enyeka Okongwu ne jouent jamais ensemble. Ne jouent jamais ensemble. Donc du coup, ça va laisser pas mal de minutes pour lui sur le poste 4 pour qu'il puisse se développer. Et puis l'autre joueur, on en a parlé un peu en off, c'est Herb Jones. Herb Jones, parce que voilà, on en a parlé aussi sur Twitter cette semaine. Il y a une énorme bataille qui s'annonce du coup pour le cinquième titulaire au niveau des Pelicans. Et je pense vraiment que voilà, c'est un joueur qui peut avoir sa carte à jouer et avoir, tu vois, à quel point il arrive à progresser offensivement pour qu'il puisse du coup pour être le lauréat du poste. Alors il l'avait l'an dernier, mais voilà, on sait qu'il y a Trey Murphy qui tape à la porte, il y a Jason Daniels sur qui les Pelicans ont pas mal d'espoir. Et au final, vu qu'il y a la problématique de défense du point d'attaque par rapport au fait qu'il y ait CJ McCollum sur le backcourt, ben c'est vrai que ça semble être le joueur tout désigné, mais les joueurs qui sont derrière tapent fort, et notamment le fameux Trey Murphy. Ouais, mais je suis d'accord, effectivement, Trey Murphy. Après, c'est peut-être des joueurs qui ont moins joué entre guillemets que les plus hauts. C'est pour ça que j'ai envie de les surveiller. Mais effectivement, Oui. Trey Murphy, ouais, dans Alperen Sengun, pour moi, malgré le fait qu'il soit très fort, il est dans une saison. Enfin, globalement, que ce soit les trois des Rockets là, avec aussi Jabari Smith, ils ont beaucoup de choses qui vont se jouer ou qui vont peut-être influencer le reste de leur carrière NBA cette saison. Mais après, ouais, effectivement, j'attends de voir. Alors après, sur Jalen Johnson, je sais pas si ce sera lui ou AJ Griffin qui aura le spot de Clint Capella en tant que titulaire. C'est pour ça il y a une concurrence. Ah, de John Collins. Oui, de John Collins, pardon, pas de Clint Capella. Peut-être Capella si jamais il y a un trade pour Pascal Siakam. Non, mais effectivement le spot de John Collins. Et après, moi je surveille quand même Scottie Barnes. Alors on est encore sur un haut drafté, mais je trouve que Scottie Barnes, il y a quand même, pour moi, il y a une espèce de dichotomie entre la vision qu'on a de Scottie Barnes et ce que le joueur est réellement sur le terrain. J'en ai déjà un peu parlé. Je trouve que, notamment sur l'aspect défensif, je trouve qu'il y a une vraie dichotomie entre ce que propose Scottie Barnes sur le parquet et la vision qu'on a de Scottie Barnes. En tout cas, ce qu'a proposé Scottie Barnes sophomore défensivement et la vision qu'on a de Scottie Barnes. Et ouais, notamment sur la défense handball. Tout à fait. Et voilà, notamment ce côté un petit peu playmaking ou scoreur. J'attends vraiment de voir, avec la perte d'un joueur comme Van Vliet, qui était quand même, encore une fois, pas un si mauvais playmaker que ça va lui donner plus de responsabilités. Je suis vraiment curieux. Je suis pas craintif, mais je suis curieux de voir son utilisation. Oui, c'est vrai. Après, si on peut citer quelques mentions, par exemple, moi j'avais vraiment la paire des Warriors aussi, Moody Kuminga, puisque ça va être des joueurs vitaux entre guillemets pour le renouveau des Warriors, hein, puisque c'est une équipe qui est plus âgée, qui a Chris Paul qui arrive. On sait que par exemple Chris Paul, il aime bien les joueurs verticaux, il arrive à avoir de bonnes ententes avec les joueurs verticaux, donc ça peut aussi aider quelqu'un comme Kuminga. Et Moses Moody, c'est un joueur qui peut-être n'avait juste besoin d'avoir du temps de jeu en fait pour pouvoir exploser, puisque c'est quelqu'un qui chaque fois qu'il a joué a été solide en fait. Donc voilà, c'est peut-être deux joueurs aussi à surveiller. Et puis peut-être spécial pour les Knicks, Quentin Grimes, parce que les Knicks ont quand même 15 arrières ailiers là dans leur effectif, avec Josh Sharp, avec David Seltzer, avec Quentin Grimes, avec Quickley que tu peux potentiellement décaler au poste 2, avec le cas RJ Barrett. J'aimerais bien, franchement, je vais passer pour un hater de RJ Barrett, mais je suis peut-être pas si loin que ça, mais j'aimerais vraiment que Grimes soit qui prennent le volume et qui prennent le usage de RJ Barrett.
Vraiment, c'est une saison où j'aimerais le voir, en tout cas. Alors, peut-être pas, mais je trouve que RJ Barrett, c'est compliqué. J'aimerais vraiment voir Grimes, déjà, d'une part, s'extirper de Solo derrière, parce qu'avec Josh Hart, avec DiVincenzo, il y a quand même pas mal de concurrence à ce poste-là. C'est très solide, c'est très solide. C'est de la concurrence positive en soi, mais de voir comment il va être utilisé, parce que j'aime beaucoup le profil et je trouve que son utilisation offensive, elle est limitée pour l'instant. Mais si tu lui donnes un plus gros costume, je pense alors dans la mesure du raisonnable, mais si tu lui donnes un plus grand costume, je pense qu'il est capable d'endosser une partie de ce costume. Peut-être. Après, je pense que là où la saison va être aussi importante pour lui, c'est qu'il y a aussi le nuage de Donovan Mitchell qui peut, entre guillemets, arriver sur la franchise des Knicks. Et du coup, qui peut se poser la question, ben voilà, si lui, il devient pas, du moins s'il n'est pas assez bon pour être dans les intouchables, du coup, ça veut dire que si Donovan Mitchell arrive, ou si par exemple, il y a une porte ouverte à Donovan Mitchell ou les Cavs décident de s'en séparer, ben si tu vois, s'il arrive à mettre sur le tampon, ok, je suis assez bon, je suis assez complémentaire de Jalen Brunson, c'est une option que les Knicks ne considéreront pas. Tout à fait. Potentiellement. Ben voilà, on va se faire taper sur les doigts. On arrive à l'heure et demie. On a dit qu'on allait essayer de faire court. On était qu'à 2, mais bon, vous nous connaissez. On parle beaucoup, surtout constamment. C'est 2 bavards en plus. On espère que 2 bavards. En tout cas, on espère que le contenu vous plaira. On vous rappelle du coup de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, X, enfin bon, ce que vous savez. Le podcast reste publié aussi sur YouTube où vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver aussi sur toutes les différentes applis de podcast. Nous, on revient très bientôt avec du coup le DH20 qui a commencé à être enregistré avec pas mal de choses encore une fois à vous dire. Et puis sinon, on vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et puis c'est bientôt la Coupe du Monde qui débarque. Donc on aura des NBAers sur les parquets. Ouais, des NBAers, ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être pas très longtemps des NBAers quand on voit certaines équipes vraiment le Canada, bon voilà, je salue Pierre de We Are Thunder qu'on a parlé aussi, mais le Canada c'est vraiment Team USA mais sans le côté athlétique élite, donc c'est vraiment je suis très peu confiant pour le Canada, c'est vraiment pas terrible ce qu'ils proposent, mais bon il y aura du basket au moins, on va voir Team USA, enfin c'est peut-être un mondial où peut y avoir des surprises, effectivement. Même si je suis pas le plus concerné, je vais être très honnête. Mais c'est peut-être un mondial où peut y avoir des surprises. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous invite à continuer à nous suivre, peu importe où vous voulez. Et puis, nous, on revient bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous!